Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment ça va ? Salut Mehdi El Gaddafi, ça va bien. Très enjoué. Donc ça faisait 15 jours qu'on était Ça faisait pas... 15 jours, hein. L'attente était longue. Et c'est le moment de faire un point météo, car sachez qu'il y a quelques semaines, nous mettions la clim, et là, nous avons allumé le chauffage. Je pense que c'est très important, tout le monde doit savoir. Fini les shorts, place au hoodie. Et au doudoune. Si vous êtes doudouniste, c'est que vous êtes forcément quelqu'un de bien. Exactement. Au sommaire de cette émission, nous allons parler d'un jeu qui a fait pas mal de bruit et pour lequel nous avons eu besoin de quelques semaines pour bien le terminer. C'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle. Ce jeu, c'est Tales of Arise. Ça sera aussi l'occasion pour nous de nous pencher sur le genre JRPG au global et plus précisément sur la question qu'est-ce que doit être un JRPG next-gen. Il y aura bien entendu l'interlude top 3, mais avant, c'est la rubrique retour sur l'émission de la semaine dernière, donc celle d'il y a 15 jours, dans laquelle nous vous parlions de Sable et honte à moi, j'ai complètement oublié de faire un coup de gueule. Ah bâtard. Parce que j'étais pas content. Et en fait, je voulais faire un petit coup de gueule viteuf sur Sable parce que en fait, il y a pas de VOST, enfin il y a pas de VF, il y a pas de VOST FR et je trouve que à ce jour, allez, si j'utilise les mots, c'est un peu honteux. C'est-à-dire que j'ai lancé mon jeu et je me suis dit mais où est-ce qu'est le français ? Et je trouvais ça un peu bizarre, un peu choquant quoi. Enfin, est-ce qu'on imaginerait aujourd'hui lancer un film sur Netflix et ne pas avoir, alors au-delà du doublage français, au moins d'avoir les sous-titres. Je pense que c'est la responsabilité de Microsoft, alors évidemment pas de le financer, mais peut-être de faire un tri, avoir un prérequis pour tous ces jeux qui sont sur le Game Pass, de dire il faut qu'il y ait au moins une langue française, ce qui sous-entend, je sais, énormément de langues pour l'Europe, au moins l'italien, l'allemand. Je sais que ça demande beaucoup, je suis exigeant, mais je me mets, tu vois, pour un point de vue joueur, je trouve ça un peu bizarre aujourd'hui de pas avoir de VF. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense qu'on a perdu l'habitude parce que il y a pas si longtemps, c'était le cas pour plein de jeux. On a vu même des gros RPG, des AAA et tout qui étaient pas traduits. C'est vrai. C'est vrai que c'est devenu maintenant beaucoup plus rare et on a les trois gros acteurs en général, Sony, Microsoft, Nintendo, qui font souvent des efforts de localisation en ce sens-là. Et alors je veux pas faire le mec, te plains pas parce que c'est pire ailleurs, mais c'est vrai que je pense qu'en français on aime privilégier par rapport à d'autres langues. Mais oui, c'est vrai que ça fait, on a perdu l'habitude et ça fait un peu bizarre. Mais tu parlais de Netflix et tout, on s'est même rendu compte que Amazon Prime ou Disney+, aussi parfois proposait des séries sans traduction, ça arrivait. Ça arrivait sur Disney+, avec la comédie musicale qui s'appelle Hamilton, et c'est vrai que je l'ai lancé, il y avait pas de sous-titres français, et j'ai trouvé ça vraiment ultra choquant pour le coup. Et en fait, le facteur différenciant, quand tu dis, oui, il y a par exemple des RPG ou des jeux qui sont arrivés récemment pas traduits, c'est que là, c'est un jeu Game Pass, et je trouve que c'est quand même un facteur à ne pas oublier, c'est que c'est un service que tu payes mensuellement, il y a un rapport différent, je trouve, à acheter un jeu. Là, c'est que il y a Microsoft qui chaperonne un peu, tu vois, c'est un service Microsoft, c'est pour ça que je compare ça à Netflix, Apple Plus ou tout ça, c'est que t'es dans un service qui est hébergé par un grand constructeur, un grand éditeur, et c'est à lui, tu vois, de faire le taf d'édition, justement. C'est pour ça que j'ai eu cette distanciation, je me suis dit, putain, il y a pas de VF, et là, j'en ai voulu à Microsoft tout de suite, même si c'est un petit, si derrière ouais, mais Sable. Ils sont pas éditeurs, Microsoft, sur Sable. Netflix, ils sont pas producteurs sur tous leurs films. Mais quand ils distribuent un film, par exemple, sur Netflix pour le territoire français, il y a des sous-titres français. Voilà, c'est pour ça que je suis pas content. C'était le petit coup de gueule sur Sable. J'avais un petit truc aussi, il y a 15 jours, j'ai oublié le nom d'un jeu, mais je vais pas le faire toutes les semaines. Tu sais, la copie de Last Night s'appelle Replaced. Voilà. Donc, c'est terminé. Je vous promets, les prochains trous de mémoire, tant pis pour moi, j'ai qu'à mieux assurer. Est-ce que t'es chaud pour commencer sur Tales of Arise ? Tout à fait. On se penchera dans un second temps sur une question plus globale. Là, on va parler de Tales of Arise. Donc, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques semaines et qui a reçu un accueil qui est, on peut dire, assez incroyable. On a parlé de chef-d'œuvre, de GOTY, le grand retour du JRPG. Donc, c'est autant de qualificatifs qu'on a pu lire en conclusion des tests ou sur les miniatures des vidéos. C'est vrai. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est non pas de vous dire en fait ce que vous savez déjà, c'est que oui, Tales of Arise est un bon JRPG, mais plus d'essayer de savoir pourquoi il a reçu une réception en fait si chaleureuse. Est-ce que c'est seulement dû à ses qualités de jeu intrinsèques, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui entrent en compte ? C'est ce qu'on va essayer de voir un peu ensemble. Le jeu est bien, je le répète, je vais le répéter tout au long de cette chronique, même si pour moi en fait on est loin d'un chef-d'œuvre, mais bon, on va y revenir. Néanmoins, je pense que ce que je peux déjà dire, c'est que c'est l'un des meilleurs Tales of, ça y a aucun problème. Mais première chose étrange, c'est de constater en fait qu'il n'y a pas tant de différence avec les autres jeux de la série. En fait, il est même Tales of Arise, la suite logique des épisodes précédents. Donc je me suis demandé, c'est pourquoi cet épisode a explosé en popularité et pas les autres. Pourquoi celui-là ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi Tales of Arise ? Pourquoi quoi ? Tu vois, ça fait quand même beaucoup de questions. Je me questionne.
Du coup, j'ai essayé de trouver des sagas en fait qui ont évolué petit à petit et qui ont connu en fait un grand succès d'un coup à partir d'un épisode précis, un peu comme Tales of Arise. Et quand on pense évolution, on pense tout de suite à Assassin's Creed, mais direct ça marche pas. Hein. Assassin's Creed, hein, si vous regardez le premier épisode et le dernier épisode en date, c'est des jeux en fait qui évolue petit à petit par petites touches, mais en fait quand tu regardes au global c'est une révolution qui s'est passée dans la saga, donc c'est pas du tout comparable avec Tales of. Quand on pense à un succès un peu soudain, on va penser à FF7, à Dragon Quest 8, des exemples de base qui se traduisent par une localisation. La série n'est jamais arrivée en Europe, en France, boum FF7, grand succès, boum Dragon Quest 8, grand succès, ce qui n'est pas le cas de Tales of Arise, donc on fait fausse route pour l'instant. L'enquête piétine. Je suis pendu à tes lèvres. Ken m'a donné un très très bon exemple, donc je le remercie pour ça. Il m'a parlé de la série Yakuza. Il m'a dit, mais regarde, Yakuza 0, qui a lui connu un grand succès d'un coup, série qui a évolué petit à petit, et il n'y avait pas de raison en fait pourquoi Yakuza 0, lui, a connu un succès. Premier indice, déjà il y a eu un reboot dans le nom. Il s'appelle Yakuza 0, donc quand d'un point de vue extérieur, un joueur qui ne connaît pas la saga va se dire, si je commençais par le 0, ça serait quand même pas mal. Yakuza 0, c'est le plus grand delta de temps en fait qu'il y a eu entre Yakuza 5 et Yakuza 0, les deux jeux qui se succèdent. Donc il y a eu un temps d'attente, il y a eu une envie en fait qui s'est nourrie comme ça, et donc Yakuza 0 est arrivé et a comblé un manque. Sinon, Yakuza, hein, c'est un épisode par an, donc il y a beaucoup de Yakuza. Là, il y a eu un petit temps de pause. Peut-être qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas eu de version physique aussi. En Europe de Yakuza 5, Yakuza 0 est arrivé. C'est pas grand chose, mais c'est un argument de plus qui va marquer l'événement, tu vois. Ouais, mais ils sortaient en catimini à cette époque, les Yakuza, après un premier épisode qui était quand même sorti qui a été mis en avant, etc., qui était même traduit, je crois, contrairement aux autres. Hein, le premier seulement. Ouais. Le premier seulement. Yakuza 5 qui sort en anglais, en démat et sans promo, c'est sûr que ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Yakuza 0, c'est aussi le premier épisode PS4. Donc, en fait, c'était un peu une claque graphique pour la série. Et dernier argument, une ambiance de ouf. Les années 80, la période fastueuse du Japon, où en fait tout le monde faisait n'importe quoi, il y avait de la thune, à tel point que dans Yakuza 0, quand tu tapes les mecs, il y a de la thune qui tombe. Enfin vraiment, physiquement, c'est très très rigolo. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Dernier exemple, c'est Monster Hunter World. Donc ambition dans le titre aussi, il s'appelle World, donc ça montre bien en fait le désir en fait de conquête de la saga. Le message est clair. Monster Hunter, c'est clair. Il y a eu beaucoup de simplifications dans le gameplay, essayer un petit peu de restructurer le tout, pas pour diminuer en fait la densité du gameplay et la profondeur, mais plus de la rendre plus accessible. C'était aussi le premier épisode PS4, donc encore une fois une claque graphique. Avant Monster Hunter, c'était de la 3DS, et encore avant de la Wii, donc de voir Monster Hunter World sur PS4, on a fait what? Donc voilà, avec tout ça, je pense qu'on a cette petite liste, on a déjà quelques pistes, hein, donc je la liste vite fait, on a ressenti un manque, simplification du gameplay, dans le sens en fait le rendre accessible, un jeu beau, ou du moins beau pour la série avec une ambiance un peu plaisante. Et donc tout ça, est-ce qu'on peut l'appliquer à la série Tales of? Allez, c'est parti, on va voir si ça fonctionne. Est-ce qu'il y a eu du temps entre les deux épisodes de Tales of Arise? Est-ce qu'on a ressenti du manque? On va commencer par là. Pour refaire un peu l'historique, la série des Tales of fête ses 25 ans avec Arise. Le premier épisode de la série, c'était Tales of Fantasia, et on peut compter 19 jeux sur la série principale, donc j'inclus les suites directes. Et si on commence à compter les spin-offs, en fait, il faut ajouter 23 jeux en plus des 19. Waouh! Donc Symphonia, et juste pour nous l'Europe, Symphonia, c'est le premier gros succès de la série, le premier sorti en Europe en 2003. Donc en règle générale, les Tales of, c'est une série qui a du succès, mais les FF et Dragon Quest, ça reste bien plus populaire. Tales of, c'est une série un peu à part si on la compare aux autres grandes sagas. C'est une série qui est très régulière, qui est de qualité stable, pas de catastrophe, mais pas de grands éclats non plus. D'ailleurs, Tales of, c'est rarement dans le top tier des fans du genre, contrairement à FF, Dragon Quest ou Kingdom Hearts pour les plus iconoclastes. C'est une série qui est appréciée, mais c'est pas une série de niche, tu vois, c'est pas une série de connoisseurs, tu vois, celle dont on est fier d'avoir fait tous les épisodes en japonais. Tu vois, par exemple, Is ou Legend of Heroes, qui sont encore plus niche, mais dont on peut facilement se gargariser de dire, moi, je connais. Il a ce cul entre deux chaises, entre, comme tu dis, grand public et niche, en fait, et finalement, il tape un peu au milieu, quoi. Il sait pas trop se placer. Ouais. En fait, c'est même dans cette niche du JRPG. Tales of, c'est un peu l'élève moyen plus, qui se fait pas trop remarquer en cours, mais qui est régulier. Donc l'analogie avec les élèves, je vous la sors souvent, c'est une analogie que j'aime bien parce que je la trouve un peu super parlante. On a tous été sur les bancs de l'école, donc on arrive à se projeter. Mais les comparaisons que j'aime bien aussi, c'est celle avec le cinéma. Ah enfin. Tales of, c'est une série populaire dans le sens où elle se vend. On est sur 25 millions en 25 ans. C'est pas ouf, mais pour 1 million par an, je prends. 1 million par an, ça passe. Mais
c'est un peu la honte de dire qu'on a fait tous les épisodes parce qu'auprès des vrais, en fait, ça le fait pas trop. En fait, Tales of, c'est un peu le MCU des JRPG. C'est une série accessible, considérée comme peu recherchée, peu artistique, mais qui fait toujours le taf. Tales of, c'est une série à l'opposé des SMT, par exemple, qui est très clivante, car très singulière, avec des choix artistiques très très forts. Donc Tales of, qu'est-ce que t'en penses? Coucou, le MCU du JRPG, ça a du succès, c'est régulier. Mais en disant ça, je me marrais parce que je tournais la tête pour voir Damien Mélechery sauvage un peu loin. Sauvage. Et c'est justement lui fait partie des gens qui stoppent un peu Tales of en disant ah c'est de la merde un peu. Hein. Il snob Tales of et le MCU, voilà, donc on y revient. On y est. Il se marre. Mais revenons sur le manque, revenons sur le temps qu'il s'est écoulé entre les épisodes. Pourquoi Tales of Arise signe le grand retour de la saga? Donc oui, il y a bien eu une pause, un répit qui a fait du bien entre Berseria et Arise, car il faut le rappeler, Tales of, entre 2000 et 2016, c'est un rythme annuel. Hein. Alors c'est pas compliqué, comme FIFA et Call of, et comme Yakuza, on l'a vu tout à l'heure, il y a quasiment eu un épisode par an. Il y a parfois eu des absences, donc certaines années il y a eu un trou, mais certaines années il y a eu plusieurs Tales of, il y a eu des compilations, genre en 2010 ou 2013, des épisodes compilations là où il n'y a pas eu d'épisode canon. Précisons aussi, petite parenthèse, que tous les épisodes ne sont pas sortis en France. Avant 2008, il y a 3 jeux qui sont pas arrivés chez nous, Innocence, Legendia et Rebirth. Mais bon, on parle de 3 jeux, donc ça va, car on est sur un total de 16 jeux en 16 ans, donc on peut dire qu'un épisode par an, ça va, ça fonctionne. Et ce que je trouvais un peu malin, ça reste une série qui a été développée en multiplateforme sur plusieurs consoles, mais étant donné que les FF, les Dracoué, c'était souvent la chasse gardée de Sony, tu vois, ils avaient inconsciemment associé Tales of Symphonia à la GameCube. Je crois que c'est le Vesperia aussi qui était associé à la Xbox, donc ça qui arrivait un peu, qui est arrivé plus tard après. Ouais, ils venaient jouer ce côté challenger chez des marques qui avaient besoin de RPG, donc c'était plutôt malin là-dessus. Ouais, comme s'il y avait une association d'épisodes par console, puis après il y avait une adaptation, un peu une technique à la Capcom, j'ai l'impression. Bon, et donc Berseria, il est sorti donc en rappel en 2016, et après plus rien. Après 2016, pas de Tales of, et comme pour les Assassin's Creed, on râle tous les Noëls à chaque nouvel épisode, mais quand Ubisoft fait l'impasse, on est triste de pas avoir notre nouvel assassin. Là c'était pareil, les fans étaient impatients de pouvoir jouer à nouveau Tales of, et surtout, ils nourrissaient l'espoir de voir quelque chose de vraiment nouveau. Donc voilà, le premier argument que j'avance pour expliquer le succès explosif et soudain de Tales of Arise, c'est le temps d'attente, 5 ans. Nico, toi, l'attente, est-ce que c'est important? Est-ce que, tu vois, de pas être abreuvé d'une même saga, de mêmes épisodes tout le temps, ça peut, si on fait une pause, nourrir une envie? Oui, j'ai honte de l'avouer, mais oui, je rentre dans le cadre de ce que tu dis. Hein. Si on a un assassin par an, on râle, et dès qu'il en manque un pendant une année, on est impatient de retrouver le suivant. Mon argumentaire se base que sur la rédac, moi. J'ai toi, j'ai Damien, j'ai Ken, tu vois, je ne fous rien, moi. Mais oui, c'est l'accoutumance, comme on avait déjà parlé, hein, mais... Je crois dans un épisode sur Zelda, on parlait justement, en fait, de cette lassitude qu'on a pu avoir, en tout cas, de la multiplicité des épisodes Zelda, là où fut un temps, jadis, où, tu sais, Ocarina of Time, on l'avait attendu des années. Oui, et puis c'est le manque qui te fait dire, finalement, c'est peut-être pas si mal, hein, même si ça reste un peu routinier et tout, cet épisode me procure quand même du plaisir. Après, il y a aussi le Covid qui a fait que ce temps d'attente était certes allongé par les nécessités techniques et tout, mais c'était aussi le Covid qui a foutu la merde un petit peu là-dessus, quoi. Je pense qu'on parle d'une année. Oui, je pense que c'était prévu pour l'an dernier, ouais. Donc 4 ans, c'est quand même aussi qu'en 5 ans. Autre argument, on va parler de l'ambiance et du setup. Donc on a évoqué tout à l'heure Yakuza 0, on a parlé de l'ambiance des années 80, un contexte très cool qui a beaucoup plu. Qu'en est-il de l'ambiance de ce Tales of? En fait, ce Tales of, c'est du classique, c'est de l'heroic fantasy. Du classique, oui, mais finalement, est-ce que c'est pas ce qu'on voulait? Ces derniers temps, en fait, on a eu quelques JRPG comme Persona 5 Striker, pour rappel, c'est un Musou, mais c'est un vrai Persona 5 2, donc c'est un JRPG. On a eu Scarlet Nexus, on a eu Neo The World and With You, donc là, c'est les jeux d'il y a quelques mois, mais aucun de ces titres ne coche la case Heroic Fantasy. Il y a eu aussi Bravely Default 2, il y a eu Fantasian, dans un registre, on va dire, un peu plus classique. Mais ici, en fait, c'est le support qui pêche. Ce sont 2 jeux aux ambitions graphiques un peu plus faibles. On parle d'un jeu Switch, on parle d'un jeu mobile. En fait, je crois que ce qu'on attendait, c'était un gros JRPG qui en jette ambitieux dans un contexte Heroic Fantasy. Enfin, on attend FF16, j'ai l'impression. Mais en attendant, Tales of Arise répond à cette attente. Là aussi, côté ambiance et setup, il y avait un manque à combler. Et là, Arise est arrivé. Ouais. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que toi aussi le setup, alors je dégaine cette carte Assassin's Creed, certains assassins vont nous brancher plus que d'autres, un setup ça peut être aussi un game changer. Mais c'est comme tu dis, si parfois on a des attentes. Alors désolé, je suis en train de retenir un éternuement. Si tu veux éternuer, je pense que tu peux y aller. Oh, c'est mort là, c'est mort. Bon, tant pis. Mais alors du coup, ouais, c'est que parfois il y a une attente.
Et justement, on est en train d'attendre un jeu donné, et finalement, c'est un challenger qui va arriver, qui va combler cette attente de manière presque inattendue, et qui va en retirer les marrons du feu, comme on dit. C'est une très bonne expression, très très bien placée. Mais ce qui est rigolo là, c'est plus de se dire que, en fait, c'est de l'heroic fantasy, le 101 du JRPG. Ouais. Que tu vois, on était là, mais c'est quand qu'il arrive, quoi. Ouais, on se fout de la gueule de la tradition, mais parfois on se rend compte que ça a du bon et qu'on est en manque si elle est pas là, quoi, tu vois. On fête Noël chaque année, mais si une année on fête pas Noël, je pense qu'on serait deg. Eh ben écoute, je n'avais pas pensé à celle-là, mais à quand une année sans Noël? Histoire, tu vois, de se réchauffer un peu sur Noël, comme ça, hop. Fais ça à ton gamin, comme ça, alors les jouets, tu vas profiter un peu. Tu vois, tu verras, Noël, ça sera l'année prochaine. Nouvel argument pour expliquer le succès de Horizon, le côté technique. Donc avant Horizon, le dernier Tales of en date, je l'ai dit tout à l'heure, c'était Berseria. Sauf que Berseria, c'était un jeu cross-gen PS3 et PS4. Il était cross-gen au Japon seulement, mais il n'empêche, le jeu il n'était pas optimisé à PS4. Donc pour ce qui est de la claque graphique, c'était déjà à l'époque pas le cas. Ce qu'on voulait en fait, c'était un Tales of trop beau. Et rappelez-vous de ma liste avec Yakuza 0, Monster Hunter World, c'était à leur mesure des grosses claques graphiques. On n'avait jamais vu de retranscription si belle de Yakuza et de Monster Hunter. Tales of, c'est la même chose. Ce qui peut donc expliquer un petit peu le wow effect de Rise. Dès les premiers trailers, en fait, ça faisait plutôt envie. Il y avait un cel shading sympa, habituel pour la série dans la retranscription, mais dans le traitement qui était complètement indifférent et assez efficace pour Rise. Nico, est-ce que c'est ton cas quand tu as vu les trailers? Mais je me marre, encore une fois, oui, je me reconnais complètement là-dedans, ce qui me rassure pas trop, mais j'ai fait aucun Tales, c'est pas une série qui m'attirait spécialement, mais effectivement, ce jeu-là, du fait que il y avait eu ce petit gap entre plusieurs Tales of, et en voyant un peu la qualité graphique rehaussée, je m'étais dit ça peut être le bon Tales pour démarrer, et j'ai l'impression que je suis pas le seul à avoir pensé comme ça, quoi. Mais ouais, cet aspect graphique, moi je me souviens, tu m'avais dit putain, ça t'a plu. Il est élégant, même en termes quoi. de design et direction artistique au global, il dégageait quelque chose qui me parlait un peu plus que les anciens épisodes. Et donc ces 5 années de développement avec une année gratuite avec ce Covid ont permis à l'équipe de partir sur un nouveau moteur, donc qui est l'Unreal Engine 4, alors que d'habitude c'était sur un moteur maison. C'est quelque chose qui est assez habituel, on a vu même par exemple sur le Dragon Quest, ils sont passés sur l'Unreal. Le nouveau moteur préféré des Japonais, après avoir été leur bête noire pendant la génération PS3 360. Ça fait 15 ans que c'est le préféré de la Terre entière, mais bon, ils ont mis leur temps, ça y est, on y arrive. En tout cas, ils le maîtrisent à fond, parce que Dragon Ball Fighters aussi, c'est de l'Unreal, il est canon. Donc entre Berseria et Horizon, il y a eu beaucoup de changements d'assets, parce qu'il y a eu changement de moteur, les modèles 3D, des objets, les environnements, les effets spéciaux, tout ça, c'est nouveau. Il n'y a pas eu de recyclage entre les deux jeux, peu de choses ont été conservées, du coup, en fait, ça donne un sentiment de nouveauté un peu impalpable, tu vois. C'est du Tales of, on le voit, on le reconnaît, mais en fait, il y a quelque chose qui a changé. Et truc marrant, tant qu'on est sur ce sujet, les Japs, ils adorent donner des noms pour tout, et ici, l'équipe de dev, elle a nommé son rendu graphique, donc cette nouvelle techno, elle appelle ça le Atmospheric Shader, donc ça c'est toujours marrant. Dans le même registre, on se rappelle Jet Set Radio, c'est toi qui m'avais donné ce nom. Tu te souviens de la techno, Manga Dimension? Tout à fait. C'est leur aspect un peu... Ouais, ça fait toujours sourire, c'est rigolo. Bayo, le genre du jeu même avait été désigné comme un Infinite Climax Action, et ça, des exemples, on en a tout le tour du ventre, que ça soit du genre ou des technos, ils renomment tout. Bref, tout ça pour dire que la série des Tales of, elle est pas reconnue pour être ouf techniquement. Sur les versions PS4, j'ai cru comprendre qu'il y avait PS4 Xbox One, il y avait un peu de clipping. Nous, on y a joué sur PS5, c'était pas le cas. C'était un petit peu de clipping. J'ai pas fait attention. Ouais. En tout cas, moi, ce qui m'a gonflé plus sur l'aspect technique, c'est les changements partout. Il y a des changements partout. Il y a des changements partout. Et ça, techniquement, c'est un petit peu dommageable. Enfin, on en a parlé dans le dernier Red Alert. C'est toi, en l'occurrence, qui nous en a parlé. L'aspect graphique, ça fait pas tout, mais c'est quand même le premier contact qu'on a avec le jeu. Séduire les joueurs, ça se fait toujours dans un premier temps par les graphismes. Donc oui, c'est pas important, mais c'est finalement fondamental. Là, il est carrément eye candy, le Tales of Arise, quoi. Exactement. Je vous renvoie vers la chronique précédente de Nico. Autre argument pour expliquer le succès de Rise, c'est l'histoire. Bon, alors je vous le dis sans détour, le scénario, il est bon. Mais ça reste du Tales of, c'est même du classique JRPG. Donc on a un héros amnésique, on a une héroïne avec du caractère. J'ai essayé de la caractériser parce que tellement elle est clicheton, c'est un peu une tsundere, mais bon, pas exactement, mais allez, ça sort les mots. Mais tu vois, on peut classifier les héros, mais bon. En gros, la personne... ce que tu m'avais dit, c'est une Lightning Abyss. Le personnage de Shion, en fait, il pourrait être original, sauf que tu viens de le dire, il y a eu Lightning avant. C'est même une repompe presque physique, donc elle est blondie, pink blondie. Pink blonde. Pink blondie, comme on dit. Mais bon, même dans la série Tales of, dans Berseria, il y avait eu le personnage de Velvet, qui était aussi un petit peu bresson. Concernant l'histoire, il y a un twist qui est sympa, mais franchement, mais bon, quoi. 3 petits points. L'évolution de l'aventure, c'est du classique de chez classique. On évolue par ville, par thématique, le feu, la glace, etc. Un élément à chaque fois. Chaque fois, il faut défaire le grand méchant, et c'est tout.
Mais du coup, tu voulais me dire un truc? Oui, non, c'était la petite résistance contre l'Empire Maléfique. Exactement. Franchement, c'est exactement ça. Franchement, c'est exactement ça. Mais du coup, pourquoi cette histoire est un point fort? Pourquoi elle a réussi à autant captiver? Ce qui ressort de l'avis de ceux qui l'ont apprécié, c'est le côté sombre du scénario. Personnellement, moi, ce que j'en ai vu, c'est que ce côté sombre, cette maturité et cette violence, tout ça est bien réel, hein, je suis d'accord, il n'y a aucun problème, mais tout ça est surtout bien frontal, en fait. Cette maturité, cette violence, elle est bien flagrante, elle est bien lisible et surtout, elle est bien formulée. Dans le jeu, on parle clairement d'esclavage et de racisme. Putain, je dis clairement et je me bafouille. Alors, on parle bien d'esclavage, donc on parle bien d'esclavage et de racisme dans le jeu. Et pourquoi c'est un point fort pour le jeu? Parce que c'est un point fort pour la com, en fait. C'est plus simple de communiquer avec un jeu, avec un scénario dit adulte, qui traite de l'esclavage, que de communiquer sur la maturité d'une histoire qui est plus subtile. Une histoire plus subtile comme celle, je sais pas, de FF9, par exemple. Et je choisis pas cet exemple par hasard, car les deux intrigues se rapprochent sur certains points, à la différence que FF9, en fait, montre en fait un monde avec des scènes plus féeriques, à l'apparence plus légère, avec des personnages aux grosses têtes et aux corps d'enfants. Ou alors c'est le contraire, c'est des têtes d'enfants et des corps d'adultes. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Tout ça pour dire que les intrigues de Arise et FF9 sont en fait tout aussi sombres. Enfin, c'est deux planètes en guerre, hein, l'une asservissant l'autre. Dans FF9, c'est Hera et Terra. Dans Tales of Arise, c'est Rena et Dana. Donc ils se sont même pas fait chier sur le nom des jeux. Et puis je vous parle, la fin de Arise, ça, je vous en parle même pas, mais en fait, ce qu'on sent vraiment dans ce Tales of, c'est que il a digéré tous les Final Fantasy. Tous les finales, et pas que FF9. Sur FF9, j'ai quand même l'impression qu'il y a une repompe assez forte. Hein. Mais en fait, c'est une repompe pas dans le bon sens du terme, en fait. C'est qu'il reprend à son compte des idées des FF, mais en fait, sans les réinventer. Et ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Est-ce que toi, Nico, la subtilité du message, c'est quelque chose qui est important? Moi, je trouve, enfin, tu vois, perso, moi, je trouve que un message est jamais aussi puissant que quand il est entre les lignes et que tu le réalises dans un second temps et que tu le prends, en fait, tu as infusé. Oui, on a tous le petit ego qui fait qu'on préfère avoir l'impression d'avoir compris le message, même s'il était guidé de manière un peu indirecte, que de le se prendre frontalement, où on peut avoir une sorte de rejet un peu con, quoi. Mais c'est vrai que oui, FF9 peut avoir cette richesse, des couches que tu vas découvrir avec le jeu et que tu redécouvriras en refaisant le jeu au plus profond, avec ce côté un peu disneyen d'apparat, mais finalement qui cache quelque chose d'un peu plus sombre. Bon là, comme tu dis, c'est plus frontal, ça en fait pas forcément un défaut, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu moins subtil, quoi. Ça en fait une qualité pour le jeu, en tout cas, parce que c'est une qualité pour la com. Dernier argument pour expliquer le succès de Arise, c'est les combats. Et les combats, hein, la bagarre, c'est super important dans les Tales of. Bon, je vais déborder un peu sur la chronique suivante, hein, qui va traiter de la modernité des JRPG, mais j'ai pas le choix, Nico, je m'excuse d'avance. Je t'excuse pas, je suis deg. Bon, la différence avec FF, par exemple, FF, c'est une série qui, à la base, des combats au tour par tour et qui a muté vers l'action. Tales of, c'est pas pareil. Tales of, ça a toujours été une saga d'action RPG. C'est dans l'ADN de la saga. En fait, l'action RPG, c'est devenu une forme contemporaine du JRPG. On le verra sûrement tout à l'heure. Le souci, c'est que Tales of a toujours eu cette forme d'action RPG, forme qui aujourd'hui est considérée comme contemporaine. Et alors qu'on devrait reconnaître le côté visionnaire de la série Tales of, qui a fait de l'action RPG avant que ça soit cool, on serait tenté de dire que les combats n'évoluent pas trop au fil des épisodes. Mais en réalité, en fait, ils évoluent un peu. Et dans le bon sens, en fait. Ils se complexifient pas, ils se simplifient. Et quand je dis qu'ils se simplifient, c'est pas péjoratif du tout, ça veut dire que les combats sont plus accessibles et agréables et non simplistes. Il y a une petite nuance là-dedans. Dans l'histoire de la saga des Tales of, il y a deux grandes écoles dans les combats, la 2D et la 3D, mais ça reste toujours le même principe. Petit à petit, en fait, les combats ils se sont enrichis, les systèmes se sont multipliés, avec un point d'orgue, Berseria, qui possède des combats profonds, même assez complexes, si tu veux aborder, bien tout optimiser. Ça allait vraiment trop loin, le système darts, donc le système darts qui est dans tous les Tales of, même dans Arise, il y avait un système de cascade où en fait il fallait débloquer certains coups pour en faire d'autres, c'était vraiment ultra complexe. Et même Burmy, quoi. C'était Burmy, oui. Et même si le bourrage de touche, dans Berseria, ça fonctionne, et ça fonctionnait, et ça fonctionnera toujours, c'est un peu aussi un principe des Tales of. Dans Arise, en fait, il y a une vraie simplification, en fait, il y a un désir de ne pas faire peur, de proposer une nouvelle porte d'entrée à la série, pour inviter, en fait, ces nouveaux joueurs, de dire, venez, regardez, c'est pas si compliqué, vous allez voir. Ce système de combat, en fait, à perso, moi je le trouve mieux fait. Les nouvelles commandes, elles sont simples à comprendre, elles sont surtout bien distillées, goutte à goutte, au fil de l'aventure. Tu te manges pas à la Capcom, Monster Hunter, 20 minutes de carton qui t'explique tout. C'est super propre, c'est vraiment très très didactique. Chaque héros a une fonction, c'est ultra simple à comprendre. Et au final, en fait, le système de combat devient
assez riche. Après une dizaine, 20 heures de jeu, franchement, ça tue. Vous pouvez même augmenter le niveau de difficulté si vous voulez apprécier toutes les subtilités du système de combat. Et tu peux même le pousser, si tu veux en fait personnaliser avec précision les ordres qui sont donnés aux persos non jouables. Alors c'est pas les gambits de FF12, faut pas déconner, mais c'est quand même super bien fait. Néanmoins, si ça vous saoule et que vous jouez en mode normal, le bourrage de touches, ça fonctionne aussi, ça fonctionne dans Horizon, ça a toujours fonctionné. Mais bon, ça c'est dans le mode normal, si vraiment j'ai essayé de pousser, alors pas dans le mode extrême de difficulté, mais ils appellent ça le mode modéré, qui est un peu plus fort que le mode normal. C'est vrai qu'il faut un peu plus faire attention et plus faire gaffe en fait à tout ce qui est parade parfaite, etc., etc. Donc voilà, on arrive à la fin de ma chronique. En conclusion, moi je dirais que la série a atteint un nouveau stade de popularité pour plusieurs raisons. Le temps d'attente important entre 2 épisodes, des graphismes et une DA attirante, de la fantasy classique, une histoire artificiellement plus sombre, des combats plus accessibles. Voilà, le jeu est excellent. Bon, si comme moi vous faites tous les RPG qui passent, franchement vous n'allez pas être surpris, mais ça vous empêchera pas de passer un bon moment. Tales of Arise, c'est quand même au final, je pense, une victoire de la com qui a vendu cet épisode comme celui de la renaissance, comme celui de la différence. C'est pas réellement le cas, mais franchement on s'en fiche, car ce qu'il est réellement, c'est un bon jeu, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon jeu. C'est déjà bien et certains s'en contenteraient, mais tu t'y connais plus là-dessus que moi, donc je suis complètement d'accord avec toi, je te fais confiance, mais je pense que ça peut être un bon JRPG pour ceux qui n'en font pas énormément, ou le bon Tales of pour démarrer la série, pour découvrir. Donc je trouve que c'est plutôt un peu cool là-dessus. C'est excellent, c'est beau. C'est exactement en fait ce que je voulais te dire, c'est que je pense que c'est possible que ce soit le premier Tales of pour beaucoup de joueurs. À cette seconde, il a été vendu à plus d'1 million, donc c'est un bon launch. On l'a vu tout à l'heure, c'est 25 millions en 25 ans, donc on n'est pas sur des chiffres qui sont démesurés, mais c'est quelque chose qui est efficace. Il fera sans aucun doute beaucoup mieux. Mais bon, faudra le faire le bilan dans quelques années, mais tu viens de le dire, je pense que c'est possible que ça soit le nouveau Symphonia. C'est vrai qu'on on a beaucoup joué à Tales of Symphonia sur GameCube. On est peut-être face là à un nouveau jalon de la série Tales of qui va passer, alors peut-être pas la seconde, mais ça y est, ça passe la 3e, et ce que j'espère en fond, moi, c'est que Tales of en fait gagne en fait en galon et pas à être tutoyé Dragon Quest, Final Fantasy, Kingdom Hearts, tout ça. Je pense que c'est pas le cas, on n'y est pas encore, mais qui va en fait sortir de cette assise entre deux chaises, qui va pouvoir prendre en fait sa place vraiment en fait dans cette ronde, prendre sa chaise et s'asseoir concrètement en disant voilà, on est une série, on est solide et on a des choses à raconter. Moi je trouve que c'est presque une anomalie qui soit pas au niveau de FF ou de Dracoué, parce que notamment en France, ils causent toutes les cases d'inspiration Japanimation, côté manga, le design des persos, l'intrigue, les comportements des personnages, et je trouve ça étonnant presque que ça prenne pas plus, parce qu'on est dans les codes typiques qui plaisent chez nous, et on est consommateur de manga, il y a plein de nouvelles séries qui sortent, enfin, je trouve qu'il se place un peu dans cette lignée-là. Mais ça, excuse-moi, je te coupe parce que c'est un super argument que tu soulèves là et que j'ai pas du tout relevé. C'est que actuellement, dans le monde de l'édition, il y a une explosion dans le manga. C'est-à-dire que là, en 2020 et 2021, c'est historique. C'est du 100-150% de croissance. C'est du jamais vu. Et le fait que Tales of Arise, tu l'as dit, coche en fait certaines choses, comme par exemple une intro, une cinématique de fin, en animation, les moments importants du scénario sont en animation, vraiment, vous allez avoir votre animé en face, les personnages qui ont une certaine forme de cliché du Japon, du JRPG, etc., et du manga. Mais tout ça concourt à fait que c'est à la mode, quoi. Et que si t'es fan de manga, si t'es fan d'animé, que t'as envie de jouer en fait à ton animé et tout, Tales of Arise, il est là et il est super présent. C'est le timing, il est juste parfait, quoi. Ouais. Et puis, il y a ce qui profite pas aussi de ce fameux bonus next-gen, même si c'est un jeu cross-gen, mais on a tous, ceux qui ont une PS5 ou une Xbox Series, tu sais, t'as cette espèce de curiosité dans la première année de la machine, où vu que t'as pas tellement de jeux dédiés, tu vas peut-être essayer des genres ou essayer des jeux que t'aurais pas forcément essayé en prime abord. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette curiosité next-gen qui peut pousser certains à s'essayer au jeu, là où ça n'aurait pas été le cas avant? Même si je trouve dommage, encore une fois, moi j'ai hâte qu'on sorte de cette période cross-gen, j'ai trop hâte de voir un jeu optimisé, un JRPG optimisé next-gen, quoi. Ça sera pour bientôt. Et peut-être pour le prochain Tales of. On va voir au niveau du rythme, on parlait tout à l'heure de 4-5 ans d'attente. Là, vu le succès, est-ce qu'ils vont se chauffer? Ils vont dire, on reprend le rythme. Ouais. Attention, faut aussi tirer les enseignements. Est-ce qu'il y aura même pas des DLC scénaristiques, peut-être? On sait que c'est les DLC, peut-être qu'on en parlera, mais je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Je pense qu'il y a plus rentable à faire et moins cher à produire pour ce qui est de créer la continuité dans Tales of Arise. Il est l'heure
du top 3, il est l'heure de l'interlude, top 3 des licences qu'on aimerait relancer, qui nous a été proposé par un auditeur qui s'appelle Yannick B, qu'on remercie. N'hésitez pas à balancer vos top 3. Ce top 3 des licences qu'on aimerait relancer, ça veut dire quoi? Tu l'as interprété comment, toi? Bah, je pense que l'intitulé parle pour lui, hein, donc les licences qui plutôt ont eu plusieurs épisodes a priori, hein, d'une série qui a été interrompue pour une raison X ou Y et qu'on regrette et qu'on aimerait voir revenir. Je suis d'accord. Alors moi j'ai par exemple tout ce qui est one shot et faire un épisode 2, je l'ai pas compté. Pareil. Sûrement un futur top 3 des one shots qu'on aimerait poursuivre, mais c'est pas le cas actuellement. Balance-moi ton top 3. Je me suis pris pour Tony P. Vas-y, balance ton top 3. Alors je commence avec l'habituel, m'en voulez pas, mais je suis obligé, c'est F-Zero. Donc j'en ai parlé, je crois, dans les remakes qu'on voulait faire ou quoi. C'est propre. F-Zero, bah ouais, c'était une série régulière de Nintendo, comme ils en ont énormément. Et puis d'un coup, bam, patatras, ça s'arrête. Donc la version GameCube, en plus, le meilleur épisode pour beaucoup de gens. On a déjà parlé, techniquement incroyable, qui avait un gameplay de ouf. Ben là, plus rien, sans nouvelles. Et ça fait 15-20 ans qu'on est tous en train d'espérer un nouvel épisode. Franchement, je vous accompagne à F0, je suis chaud aussi. Ce top 3, franchement, j'aimerais faire un max de mentions, j'aimerais tricher un max, parler de Tenchu, la légende de Thor. Je me suis demandé, est-ce que je vais faire un thématique? Tu vois, on parle beaucoup de JRPG, relancer, tu vois, cette belle époque où chaque éditeur avait sa série de JRPG, c'est fini, tu vois. Capcom avait Breath of Fire, Konami avait Suikoden, Enix avait Star Ocean et bien d'autres, mais ils étaient tous, tu vois, très bien marqués, très bien identifiés. Puis non, je me suis dit, fais un normal, donc là, tu vois, c'est cadeau, j'en ai fait plein. Fais un spécial Sega, mais non plus. Mais mon top 3 est presque un peu trollesque comme toi, mais bon, t'as pas fait exprès. Mais je donne mon pouvoir à Shenmue. J'aimerais relancer Shenmue parce que je ne crois absolument pas à Shenmue 4. J'y crois pas. Je pense qu'un miracle était survenu avec Shenmue 3. Je pense qu'on n'arrivera pas ou que Yu Suzuki n'arrivera pas à faire un nouveau Kickstarter, ne sera de nouveau pas soutenu par Sony. J'y crois pas une seconde. Tu manques de foi. On n'est pas d'accord là-dessus. Hein. Non, on n'est pas d'accord. Mais néanmoins, j'ai envie. Et je donne un petit peu de force à Shenmue avec ce top 3 des licences qu'on aimerait relancer. Donc voilà, c'est mon top 3. Vas-y, pour ton top 2. Mon top 2, alors je me doute qu'on l'aura peut-être en commun, tu me diras, mais c'est Driver, la série Driver. Donc, alors c'est pas vraiment un jeu de course, hein, c'est un jeu d'action en voiture en fait, on pourrait dire. Une sorte de proto GTA quelque part. Premier monde ouvert avant GTA 3 où t'étais libre dans une ville, donc quand même exceptionnel le truc. Hein. Après tu pouvais pas sortir, ça s'est arrivé sur Driver 2. Ouais, alors Driver 2 et 3 hein, qui étaient pas forcément au niveau, même si le 3, 2 a meilleure réputation que le 3. Le 3 c'est une rogne sans nom. Voilà. Il y a eu des scandales à ce sujet. Et donc Ubisoft avait repris la série et avec brio, avec ce Driver San Francisco qui était mortel, hein, qui avait un système de jeu un peu chelou où tu t'incarnais dans des âmes de conductteur, c'était un sort de prétexte à la con qu'ils avaient trouvé pour permettre de passer d'une voiture à l'autre. C'était un peu pour vous donner une idée comme dans GTA 5, ouais, où en fait tu pouvais basculer sur une vue un peu zénithale GPS et hop tu choisissais l'autre voiture et tu te téléportais. Sachez que tout ça est expliqué dans le scénario et c'est vraiment brillant. Ouais, le jeu était super cool, le scénar, il y avait beaucoup d'humour et tout. Enfin, j'avais adoré ce titre et je regrette qu'il n'y en ait pas un nouveau et j'espère, justement, c'est pour ça que je le mets dans ce top là, ouais. qu'on ait droit à un nouvel épisode, un de ces 4 quoi. Ce qui est intéressant avec Driver, c'est que c'est un jeu qui était uniquement articulé autour de la conduite, autour d'être un driver, un chauffeur, autour des caisses, autour d'un monde ouvert, mais qui n'est pas à arpenter à pied. Et j'ai peur que Driver soit pas un jeu d'aujourd'hui dans le sens où si on nous propose un monde ouvert uniquement en voiture, il y a, je pense, une grande partie du public qui va être frustré en disant mais je veux sortir de la voiture, alors que c'est pas le principe de Driver. Driver, c'est profite. Oui, ça serait vu comme un recul en fait. Ouais. Là où t'as n'importe quel Watch Dogs, bah, tu peux conduire, exactement. Partir, visiter les villes en fond, en long, en large. Et on l'a vu, Driver 2 c'était une catastrophe, Driver 3 on l'a dit c'était un scandale, mais c'est dommage, un parti pris ultra fort. Moi je suis comme toi, je l'aurais mis dans ce top 3, mais comme je savais que tu l'as mis, je l'ai enlevé, ce qui me permet de faire encore une mention. Ça, là j'avoue j'ai triché comme un ouf sur ce top là. Mon top 2, je pensais que tu l'avais, mais je crois pas. J'ai parlé de Coco, parce que j'adorerais relancer Zoé. Donc c'est deux jeux que j'adore. Je ne compte pas le Game Boy Advance, hein, que je n'ai pas fait, mais qui semble, ma foi, peu intéressant. En tout cas, ce n'est pas un, c'est pas un jeu de façon élégante de dire claquer. C'est pas un jeu de robot. Je sais pas, j'ai pas joué, mais c'est pas un gros jeu de robot, donc chapeauté par Hideo Kojima, plus à la production. Il y avait du Shinkawa. Pour moi, quasi le meilleur de Shinkawa sur Zoé. Je trouve que c'est sublimissime. J'adore ces deux jeux et j'aimerais bien voir un Zoé 3. Ouais, surtout quand on voit l'écart de qualité entre le 1 et le 2, qui le 1 ressemble à un prototype mal dégrossi et qui est vraiment pas super intéressant, je trouve, dans le fond.
Là, on voit le 2, comme il avait bien changé la formule, on pouvait se dire pour le 3, bah, si c'était sur la même ligne. Mais c'est souvent le cas avec les jeux, les premiers d'une série, je sais pas, Assassin's Creed, Uncharted, mais on en reparlera peut-être plus tard. Alan Wake. il faut être gentil avec Alan Wake. Allez, balance ton top 1. Mon top 1, c'est Alone in the Dark. Oh, j'étais pour de vrai choqué, je m'y attendais pas. Bah ouais, parce que c'est une série culte du jeu vidéo, une série qui a connu plusieurs épisodes, hein, il y en a 5, hein, donc avec un premier épisode culte qui a inventé le genre du survival horror avant même que la terminaison existe, la nomination. Et il y avait eu épisode 2 et 3 qui avaient été faits par Infogrames, un peu dans le dos de Frédéric Reynal, qui avait pas forcément très bien marché. Un 4 qui avait été fait par Dark Horse, qui était devenu un sorte de rip-off de Resident, mais qui était quand même intéressant, moi j'avais bien kiffé. Il y avait quand même ce côté où on pouvait éclairer les décors avec sa lampe, c'était plutôt bien fait techniquement. Carrément, ouais. Et ce fameux épisode 5, alors je crois que je sais plus comment il s'appelait, New Nightmare, ou peut-être c'est le 4, ça je sais plus. Leur nom aussi. Ouais, et alors peut-être que ça s'appelait juste Alone in the Dark, c'est un sort de reboot, et je pense être le seul dans le monde à le kiffer ce jeu, parce qu'il avait énormément de défauts. Mais il avait plein ambitieux. de bonnes idées, Ouais, il était ça. très ambitieux. Ouais. Les musiques étaient trop cool, le jeu était varié, il y avait des séquences en voiture. En ville, il y avait 2-3 séquences sur les toits ou. Ouais. Et tu pouvais même, t'avais un sort de gameplay émergent où putain, tu pouvais faire. Non, mais tu pouvais faire prendre le feu à une chaise que tu tenais. Ouais. T'allais foutre le feu à un autre élément qui allait se propager. Enfin, il y avait vraiment de super idées. Alors ouais, il était buggé, techniquement c'était pas ouf. Mais il y avait des idées et voilà, Alone in the Dark, à l'heure d'aujourd'hui, on voit que c'est un peu le retour du survival horror avec les remakes de Resident Evil, les jeux originaux qui sont plutôt en forme. Silent Hill pourrait revenir, Dead Space va revenir. Donc je pense que Alone in the Dark a quelque chose à apporter parce que c'était le survival qui avait cette ambiance Lovecraft et c'est pas exploité tellement dans le jeu aujourd'hui, donc ça pourrait être super. Franchement, carrément, je suis trop chaud aussi pour Alone in the Dark, super top 1. Moi, j'ai grave hésité sur mon top 1, hein. J'ai failli mettre Phantasy Star, mais c'est pas le côté online, mais retour de Phantasy Star, donc le 5, mais le côté RPG. Alors là, t'as la foi, là. Mais j'ai la foi de ouf, parce que c'est impossible. Ça, on en va en parler dans quelques minutes sur qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui en JRPG. Phantasy Star, c'était le 4, hein, enfin, tous les Phantasy Star, mais le 4 vraiment, où il y a une question de dynastie, où en fait, tu vas faire des enfants, et c'est la suite, en fait. Enfin, aujourd'hui, en next-gen, c'est juste impossible. Oui, parce que ça savait pas rougir façon FF, hein, les Phantasy Star à l'époque. Et le 4, franchement, c'est du top, hein, c'est excellent, mais c'est pas Phantasy Star, ça reste du Sega. Mon top 1, c'est Shining Force, mais le côté tactical, c'est vrai qu'on n'a pas eu donc Shining Force 3 qui était coupé en plusieurs épisodes, en 3, on a eu que le premier versant en Europe, on n'a jamais eu le 2 et le 3, et surtout on a eu d'autres variantes de Shining Force, plus action, plus... Ça me plaît un petit peu moins, moi je veux le Shining Force tactical, et en 2002, peut-être mes vœux vont être exaucés, parce qu'il y a un jeu mobile qui sort, qui s'appelle Heroes of Light and Darkness, alors on est pas mal au niveau du nom aussi classé. C'est un jeu mobile tactical avec une direction artistique, alors chacun est libre de l'apprécier ou pas. Je la trouve pas mal, mais moi je suis très très fanboy. Et en fait, qui font revenir les personnages de Shining Force 1 et de Shining Force 2. Okay. Donc, fan service à 2000%. J'ai hâte d'y jouer. Ça a l'air du tactical classique. Donc mais c'est un vieux gacha à claquer ou... Non, il semblerait pas. En fait, je crois qu'on connaît même pas encore le modèle. C'est-à-dire qu'on sait même pas si c'est un jeu smartphone, te fais pas d'illusions. Hein. Je sais pas, faut pas que je me leurre, quoi. Tu te leurres, toi? Ouais, moi je me leurre de ouf. Donc voilà pour ce top 3 des licences qu'on aimerait voir relancer. N'hésitez pas à nous balancer le nôtre. Un remercie encore à Yannick B. Ça fait plaisir. Et c'est l'heure de continuer la discussion et notre débat sur le JRPG avec une thématique plus précise. Hein. Nico, tu vas nous parler de qu'est-ce que doit être un JRPG next-gen. C'est à toi. Bah écoute, c'est un peu toi qui m'a inspiré cette chronique, hein, cette idée, notamment parce que tu faisais Tales of et j'entendais ton avis au fur et à mesure que tu progressais. Avec, effectivement, hein, t'étais confronté à la réalité où certains qualifiaient ce jeu de chef-d'œuvre et toi t'étais quand même un peu plus sur le recul là. Donc Tales of, tu l'as dit, c'est un JRPG très très correct, hein, mais qui reste finalement assez classique. Ouais. Et je voulais te poser une question, du coup, c'est quoi le dernier grand JRPG qui est sorti? Parce que ces dernières années, on a eu droit à de très bons épisodes, hein. On a eu Dragon Quest 11, Persona 5, Tales of Arise, Yakuza 7, hein, Pokémon Épée et Bouclier, en attendant SMT 5 qui sort dans le mois prochain. Mais c'était des jeux qui étaient assez classiques, hein, qui apportaient des choses positives. Hein. Tales of, tu as fait la liste de ses qualités. Dragon Quest, on peut parler de son moteur Unreal qui réussissait à émuler le style Toriyama de manière très satisfaisante. On peut parler aussi de Persona avec sa direction artistique, son UX, UI qui était vraiment de qualité. Mais ça restait des jeux dans la droite lignée d'un genre qui n'évolue pas trop ces derniers temps. Donc je te pose toi la question, c'est quoi le JRPG que tu retiens de ces 10 dernières années, celui qui est ton préféré?
Alors je vais le dire, Personne ne sera surpris. personne ne sera surpris, mais surtout je pense que ça serait pas intéressant que j'argumente à fond parce que je le trouve excellent. Donc c'est FF7 Remake et c'est un exploit d'autant plus dur qu'il a su faire suite à FF7, le jeu légendaire, mais surtout qu'il a su, pour répondre à sa question, s'adapter à son époque et sur de très très nombreux points, voire quasiment tous, je le trouve et je le désigne comme contemporain de son temps, efficace. C'est un vrai triple A JRPG, ouais, c'est FF7 Remake. Ouais. Très bien, mais tu parles des FF justement parce que les FF, on les aime ou on les aime pas, mais dans le petit monde du JRPG, ils avaient ce rôle un petit peu de faire évoluer le genre. On peut citer la narration dans FF4 et FF6 par exemple, le rythme et la technique dans FF7, la 3D dans FF10, c'était vraiment le jeu étalon qui allait essayer de pousser un petit peu le JRPG, d'aller le conduire un petit peu plus loin. Et on sait que depuis FF12, chaque gestation d'épisode est assez compliquée, c'est long, il y a des conflits. Donc pour l'équipe de dev, il s'agit plus tant de pousser le genre du JRPG que de parvenir tout bêtement à mener le projet à son terme, en dépit des nombreux obstacles qui viennent se poser dans le chemin. Donc, même s'ils se sont loin d'être des mauvais jeux, et chacun aura son avis sur la question, mais FF13 et FF15, les 2 derniers épisodes solo, faut quand même le rappeler, c'est des jeux qui ont quand même des soucis, et qui n'ont pas fait l'unanimité, et qui ont fait perdre tout simplement à la licence son rôle de chef de file là-dessus. Donc, on va réfléchir un petit peu ensemble maintenant, quel JRPG récent a poussé le genre vers l'avant, qui a embrassé la modernité. Qu'est-ce que ça signifierait pour un JRPG d'être next-gen, d'être qualifié de next-gen, et quelles évolutions on peut imaginer pour le genre. Donc toi, je vais quand même te demander un exercice compliqué, parce que il faudra que tu te détaches de ce que tu veux toi. Ok. Mais justement, ayant fait Tales of et FF7 Remake qui est ton JRPG préféré, tu pourras venir un petit peu argumenter chaque étape en donnant ton avis là-dessus. Donc on va commencer par le monde ouvert. Aujourd'hui, jeu next-gen, ça rime avec monde ouvert. Donc ça paraît essentiel à mon sens d'avoir un JRPG qui embrasse enfin les codes de l'open world. Surtout que le genre, il s'y prête particulièrement parce que l'idée d'explorer un monde immense et sans frontières, ça fait partie clairement du délire du JRPG. Donc FF15 l'a fait, c'est un des rares qui a essayé vraiment de pousser là-dessus, mais il a fait un petit peu avec maladresse. Par contre, là où dans le RPG un peu plus à l'occidental, on peut citer Witcher ou Skyrim, ça fait un moment que c'est le cas. Ouais. Donc on a quand même des alternatives un peu plus low cost qui existent de nos jours, notamment avec Tales of, où ton monde il est pas ouvert mais il est découpé en zones qui communiquent les unes avec les autres. Donc préciser, c'est pas du tout un monde ouvert. C'est pas du tout un monde ouvert, mais c'est une sorte de simili, tu vois, t'as quand même face à des plaines, c'est moins un couloir arpenté. C'est des petites bulles, ouais. Donc on voit que niveau immersion, ça crée, tu l'as dit, des temps de chargement entre chaque zone, c'est quand même pas idéal sur cette sensation de découverte. On parle de la licence Xenoblade, là aussi, un petit clin d'œil à Damien qui, à travers l'épisode X, Chronicle X, donc sur Wii U, a tenté de relever ce défi aussi de l'open world, et il a plutôt bien fait, mais en échange a dû un petit peu sacrifier son scénario et a dilué ses enjeux dramatiques, donc c'est un petit peu dommage. Est-ce que tu penses, toi, que le JRPG est soluble dans le monde ouvert ? Est-ce que déjà c'est quelque chose qui t'intéresse ? Alors moi, perso, ça m'intéresse pas spécialement. Est-ce que le JRPG vraiment japonais est soluble dans le monde ouvert ? Je pense que oui. Je vois pas pourquoi les RPG occidentaux y arriveraient et pas les japonais. Néanmoins, ne serait-ce que par la structure narrative en fait d'un JRPG occidental et japonais, c'est différent. Donc il y a une certaine forme de liberté. On est plus un avatar dans les JRPG occidentaux, pas dans tous. T'as parlé de The Witcher où il y a une vraie incarnation en fait du héros, donc ça prouve que c'est possible. Dans le japonais, l'analogie très connue, c'est qu'on est plus dans un livre linéaire où tu vas tourner les pages et tu vas évoluer. Donc finalement, la structure plus streamliné, plus linéaire, c'est tout à fait cohérent. Il n'y a pas trop de représentants en fait aujourd'hui d'un JRPG à monde ouvert. T'as parlé de Xeno X tout à l'heure, mais si tu regardes un peu dans l'histoire, ce côté bulle en fait, ça fait un moment qu'il existe. Tu peux vraiment regarder à l'ère 2D, même après à l'ère 3D. Ce qui a été un peu un choc aussi, c'était par exemple Dragon Quest 8, où en fait on avait des maps à l'échelle. Et ça en fait, parce que finalement un monde ouvert, tu pourrais dire quand j'étais sur les maps monde, à la fin de tous les JRPG, quand t'es avec ton véhicule, ton vaisseau, finalement tu vas où tu veux, faire les quêtes annexes que tu veux, à la seconde où tu veux. Finalement c'est une certaine forme de monde ouvert. Donc au début c'est un peu plus fermé, mais ça s'ouvre petit à petit. Donc ça existait déjà. Dragon Quest 8 et d'autres jeux après, par exemple FF12 aussi, on a eu en fait ce choc de tout est mis à l'échelle. Donc t'avais un petit peu un rapport au réel qui était impressionnant, ce que on fait toujours les RPG occidentaux. Ça, je sais pas, je me rappelle des vieux souvenirs de Ishar, ce genre de truc où en fait tu regardes, tu fais je dois marcher tant de temps et puis quand j'arrive dans la ville, c'est immense, c'est au-dessus de moi. Ça a été, je pense, un jalon. Aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est vrai qu'il y a des choix en fait qui sont faits aujourd'hui. Je sais pas,
Ni no Kuni 2 par exemple, où en fait t'as une map à l'ancienne. C'est un peu ouvert, mais c'est une map à l'ancienne où tout n'est pas à l'échelle. T'as d'autres jeux, ou Tales of Arise là, qui va considérer que tout est à l'échelle, mais les voyages en fait entre une ville et une autre seront faits de fields en fait, de bulles, où en fait tu vas avoir des combats. Et c'est à l'échelle, mais finalement, c'est tout petit, quoi. Ce qui est marrant, c'est que Tales of reprend quand même cette nomenclature du monde ouvert avec ta quête principale signalée par un point sur la carte que tu dois atteindre, les sous-quêtes qui sont classifiées comme dans un monde ouvert, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est quelque chose qui... Ça, c'est une certaine forme de modernité, où on va voir si tout ce qui est HUD, tout ça, c'est quelque chose qui est important. Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant sur... On y viendra plus tard. Oui. Est-ce que tu parlais de FF7 Remake, donc le premier épisode de fait était cantonné à une structure plus linéaire parce que Midgar c'était plus linéaire dans le jeu de base, mais le FF7 Remake 2, ça sera intéressant de voir justement quelle direction il va aborder, parce que ça pourrait être le grand open world qu'on imagine, qu'on attend, quoi. Alors ça va péter en fait, je pense, quelques illusions, hein. C'est que FF7 Remake reprend le scénario de FF7, mais aussi la construction de FF7, et FF7 l'original n'est ouvert que vraiment dans son dernier tiers. Tous les 3/4 du jeu sont extrêmement linéaires, et il y aurait aucun problème pour que FF7 Remake Part 2, on va dire, je dis n'importe quoi, ça va jusqu'à la mort d'Aeris par exemple, se concrétise un peu comme du Tales of, c'est-à-dire que tu vas sortir de Midgar, tout est à l'échelle, donc t'as une grande plaine, mais t'auras un chargement avant Midgar et t'auras un chargement avant Kalm par exemple. Et il y aurait aucun problème, parce que c'est ce qu'était à l'époque. C'était extrêmement linéaire, et il y avait rien. T'avais des montagnes qui t'empêchaient d'aller où tu voulais, t'avais des moyens de locomotion qui étaient distillés petit à petit pour limiter en fait ta progression. Dans FF7, t'avais une montée en puissance, parce que t'avais une montée en puissance de tes véhicules, et là il y aurait aucun problème. Le problème de FF7 Remake, ça va être un problème de richesse en fait. C'est la retranscription de toute cette richesse, de ce monde, de ce foisonnement en fait de tout, qui va être un problème. Mais sur le question très précisément du monde ouvert, je pense qu'il y aura pas de souci. Ce sera peut-être FF7 part 3 ou 4. Là, il y aura un souci. Après, on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble, hein, mais le monde ouvert, c'est vrai que c'est pas une fin, c'est un moyen en fait. C'est une manière de faire parler. Et si tu vois que ta quête ne s'adapte pas, c'est un peu idiot de forcer le jeu là-dedans si ça ne fonctionne pas, quoi. Ouais. Et juste en parlant de fluidité, je pense qu'on parlera des combats tout à l'heure, mais comme on est sur cette thématique en fait des temps de chargement qui coupent et en fait qui vont en fait un petit peu casser ton exploration, hein. C'est vrai que par exemple sur Tales of Arise, le sentiment en fait d'exploration, de voyage, hein, de grande quête, moi je l'ai un peu trouvé minoré, parce que justement c'était ces bulles en fait où tu faisais, c'était certes des plaines, donc tu voyais assez loin, mais finalement tu marchais 10 minutes et t'y arrivais. Dans FF7, ou enfin n'importe quoi FF7, dans les RPG à l'époque, c'est vrai que d'avoir ce changement de retranscription, ce monde où en fait t'étais sur une map monde où t'étais géant, t'avais l'impression que tu faisais des grandes distances, etc. T'avais vraiment ce sentiment de voyage qui était prégnant, et ça c'est fondamental pour moi. Mais là, dans les combats de Rise, c'est des arènes en fait. Et donc du coup, t'avais vraiment ça stoppait, t'avais l'arène. Dans FF7 Remake, c'était pas le cas. Donc certes, c'était pas un grand monde ouvert, t'avais des temps de chargement qui étaient masqués, donc il y a beaucoup de joueurs se sont moqués en fait quand Cloud en fait se mettait de profil comme ça pour passer, donc ça c'était des chargements qui étaient masqués. Ça existe depuis toujours à Mass Effect, hein, c'était les ascenseurs. Sur God of War, hein, 2018, c'est le cas aussi extrêmement souvent, mais en fait c'est une illusion qui nous permet en fait de rester immergé dans ce monde sans qu'il y ait un temps de chargement. Et les combats dans FF7 Remake, il n'y avait pas de temps de chargement. C'était certes en fait de l'action RPG, mais il n'y avait pas de temps de chargement. Ça, je pense que tu vois, couplé à du monde ouvert, je pense que c'est une thématique qui est un petit peu à prendre en même temps, parce que c'est la fluidité, quoi. Il faut continuer, il faut avancer, quoi. Ça tombe bien, c'était justement le point que j'avais linké à côté, parce que comme tu dis, c'est quand même des enjeux qui sont liés, parce que on va parler maintenant un petit peu du système de combat, et qu'on l'aime ou qu'on le déteste, hein, le tour par tour, je trouve que ça sonne aujourd'hui quand même particulièrement vieillot, même si ça reste efficace dans la pratique. Donc il y a eu des tentatives de le dynamiser, on pense à FF13 hein, qui restait du tour par tour, mais quand même un peu plus dynamique. C'était là plus une illusion, hein, les persos qui bougeaient, qui étaient plus actifs. C'était brillant, FF13. Putain, je fais même pas exprès FF7. Et donc, tu l'as dit, Tales of a toujours une approche des combats dynamiques, mais même avec Rise, on retrouve ces fameuses coupures entre la carte et le système de combat qui entraînent des cassures de rythme. Donc là aussi, il y avait aussi le débat des combats aléatoires, où à l'époque, tu progressais, tu avais un combat qui se déclenchait de manière aléatoire. Aujourd'hui, on voit quand même les ennemis sur la map, même dans un Tales of. Exactement. Et c'est devenu systématique aujourd'hui. Voilà. Ça a été digéré en fait. C'est que fut un temps, hein, jadis, c'est vrai qu'il y avait les combats aléatoires invisibles, hein, c'est que tu marchais et ça te tombait sur le coin durable et tu combattais. C'était quelque chose qui était admis. Petit à petit, certains jeux en fait ont rendu les personnages visibles, hein, même Chrono Trigger hein, par exemple, on voyait les personnages. Secret of Mana, tu voyais les ennemis.
Et petit à petit, ça s'est fait, tu l'as dit, ça s'est fondu. Aujourd'hui, c'est admis, hein, les ennemis, tu les vois, tu les esquives, t'as même des fonctions où tu peux les attaquer en amont, ce qui manque foncièrement à Tales of Arise. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Là, on n'imaginerait pas de retour en arrière. Je pense on n'imagine pas de retour en arrière. Alors que, tu vois, Arise, on parlait tout à l'heure, tu vois, de temps de chargement, mais même ces bulles artificielles à l'ancienne, où en fait, tu te retrouves sur une arène avec un décor généré plus ou moins fidèle à là où tu es, mais des fois, t'as des ruptures parce que c'est pas sensiblement la même chose. Oui, et puis t'as une sorte de cercle autour qui va te limiter, c'est un mur invisible qui est matérialisé de manière un peu bizarre. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne choque pas parce qu'on est habitué, mais je pense que ça aussi, ça sera une relique d'un temps jadis, dans quelques temps, quoi. Il y a Fantasian, le jeu de Sakaguchi, donc sur Apple Arcade, qui a su apporter quelque chose de, je trouve, d'assez malin, parce que c'est moderne tout en ne sacrifiant pas la tradition. Tu peux juste nous dire comment ça se passe quand tu peux en gros stocker les combats aléatoires. C'est ça, t'as un objet en fait qui va te permettre de stocker jusqu'à un certain nombre qui peut augmenter au fur et à mesure tes combats aléatoires pour pouvoir en fait à un moment choisir de continuer ton exploration ou de choisir de t'arrêter, de dire non, c'est maintenant que je combats, et là tu vas combattre en fait en mode tour par tour. Mais le jeu s'est adapté, il est moderne parce qu'en fait son tour par tour il est fonctionnel avec plusieurs ennemis. Alors là je parle plusieurs ennemis, je parle pas de 3 ou 4, je parle de 10, de 20, de 30. Donc tu peux te retrouver contre 10 ennemis, donc après t'en tues et d'autres les remplacent pour aller jusqu'à 30. Donc c'est pas un Battle Royale, pas un musso, hein. Mais tu peux te retrouver en face d'une dizaine d'ennemis sur ton plateau, mais les fonctions en fait vont te permettre de taper par exemple 3, 4 ennemis en même temps, et ça en plus du tactile. Donc Fantasian c'est brillant au niveau de l'adaptation de son support. Mais ouais, c'est un brillant hommage au tour par tour adapté à aujourd'hui, quoi. On se rend compte que le vieux Sakaguchi avait encore plus d'un tour dans son sac. Hein. En tout cas, les jeux qui resteront du tour par tour seront ancrés dans le passé. J'imagine mal aujourd'hui un jeu vraiment AAA moderne en tour par tour. Tu vois, SMT5 reste un pied dans l'hommage. DQ11, Persona, ça, c'est vraiment, ils ont cet aspect old school. Hein. DQ11, ils ont essayé. DQ11, il y a c'est une illusion. Alors c'est une illusion, tout n'est qu'illusion. Mais c'est vraiment fake, hein, c'est-à-dire que tu peux te déplacer, ça n'a aucune conséquence, mais ça reste du tour par tour. Mais on voit un petit désir quand même d'aller vers quelque chose qui est un petit peu plus dynamique. Sachant que tu peux l'annuler dans les options pour venir à une formule plus figée. Ce que j'ai bien évidemment fait à la seconde où j'ai allumé le jeu. Donc tu parlais FF7 Remake qui a repris cette idée de combat en temps réel dynamique en apportant un soupçon de tour par tour réflexion, avec ce moment où on peut faire une pause dans l'action et choisir l'action suivante, qui moi je trouve est un système vraiment qui fonctionne de ouf. C'est pour ça que quand tu m'as posé la question de c'est quoi ces 10 dernières années le meilleur RPG, c'est pour ça que contemporain, c'est pour ça que j'ai dit FF7 Remake, et hélas il va revenir dans ma bouche comme le parangon de tout. C'est que là on est dans du dynamique, on est dans un peu l'action RPG où il y a une vraie conséquence de t'appuies, il y a une retranscription à l'écran de ton coup, donc vraiment la traduction de ce qu'est un action RPG. Néanmoins, t'as la pause active, tu peux switcher d'un personnage à l'autre à la fin du jeu, et si vous avez joué en hard, en fait t'es un poulpe à prévoir ce que va faire l'ennemi, ce que va faire tous tes personnages, à activer tes sorts, tes options, tes potions, etc. Tales of Arise, tu peux changer de personnage, mais c'est juste une purge, il faut passer par le menu pause, ça n'a rien à voir. Là, FF7 Remake, bon, c'est pas une émission sur FF7 Remake, mais c'est tu jongles. Non mais c'est en train de pirater la chronique. C'est que c'est vraiment de l'hommage tour par tour digéré avec de l'action RPG. Le système est parfait, quoi. Parfait. Et justement, les FF, qu'est-ce que ça donne? On voit que FF16, même si on a encore peu d'informations, semble pousser encore plus loin l'idée de FF15, à savoir un système de combat action en temps réel qui leur même quasiment vers le beat'em up. Hein. Donc ce qu'on a vu de FF16, ça fait presque du Devil May Cry. Est-ce que c'est pas, c'est un avis que je défends pas forcément, mais qui me paraît peut-être évident, mais est-ce que c'est pas le seul moyen de mettre le grand public vers le JRPG? Oui, bien sûr, et ce qu'a un peu essayé de faire Tales of Arise, hein. C'est vrai que t'as une forme de witch, comment on appelle ça, le witch mode là, quand tu fais une esquive, alors le temps ne se ralentit pas forcément, il se ralentit un peu dans Tales of Arise, mais surtout t'as des bienfaits au niveau de la accès à une contre-attaque. Exactement. Et ça, ouais, je pense que c'est un pas de plus vers l'action, et les FF ont eu cette continuité, hein. Tu vois qu'IFF12 c'était un peu du MMORPG parce que c'était à l'époque à la mode, mais ça allait un peu plus vers l'action. FF13, tu l'as dit tout à l'heure, FF15 est allé encore plus vers la fluidité, vers l'action. FF16, là oui, va encore plus loin que Tales of Arise, et je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une grande porte ouverte vers le grand public en disant, franchement, vous allez pouvoir kiffer tous les aspérités d'un JRPG, mais vous allez avoir un beat'em all en main, et franchement, dans l'absolu, ça serait mortel. Mais est-ce que c'est possible? Enfin, tu vois, c'est vraiment mixer deux genres à la perfection. Des fois, vouloir faire deux trucs, t'en fais aucun bien, quoi. On sait d'ailleurs que Square Enix a débauché un mec de chez Capcom, hein, donc il avait bossé
sur Devil May Cry pour bosser sur ce système de combat de FF16. Donc, faut voir, il nous tarde en tout cas d'en savoir plus un petit peu là-dessus. On va parler de narration maintenant, parce que, à mon sens, c'est peut-être là où le bas blesse le plus, hein, dans le côté ancien, un peu archaïque du JRPG. Donc, il me semble évident qu'il faut améliorer le rythme d'un jeu, le contenu des dialogues, la façon dont ils sont écrits, et surtout la mise en scène des séquences de dialogue. Tales of, alors c'est pas une nouveauté, hein, mais reprend une idée qu'on avait déjà vue dans FF9, c'est que la narration peut être découpée en petites scénettes, et là ce qui est intéressant c'est que tu peux la déclencher au moment où on te la propose, ou te la garder un petit peu en réserve pour l'écouter plus tard, donc ça te coupe pas dans l'action, quoi. Ça c'est vachement bien, c'est quelque chose qui existe depuis le premier Tales of, le Fantasian, c'est un truc qui est historique chez les Tales of, c'est quelque chose qu'on a aussi pu voir chez Square Enix, hein, chez Final Fantasy 9 par exemple, il y avait ces scénettes, alors que tu pouvais pas déclencher quand tu voulais, mais en fait que tu pouvais choisir de regarder ou pas. De regarder ou pas. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est lié en fait à la modernité, mais à la rationalisation. Si t'es chaud, je te parle de ce petit point très précis de rationaliser, parce que en fait, je trouve qu'il y a une volonté en fait des JRPG modernes à rationaliser, tu vois, certaines choses, qui cherchent, tu vois, à rationaliser ce qu'ils nous racontent et ce qu'ils nous montrent. Et en fait, dans un JRPG, le plus souvent, tu vois, une grande aventure, c'est un grand voyage. Et quand tu prends du recul sur ce qu'est un grand voyage d'une troupe, hein, tu te demandes, en fait, quand est-ce que les héros ils dorment, quand est-ce qu'ils mangent, quand est-ce qu'ils trouvent de quoi se nourrir, tu vois. C'est pour ça que je parle de rationaliser. Et on se demande aussi quand les personnages communiquent entre eux dans l'intimité, quand et comment. Et ça, c'est ce que tu viens d'aborder avec les scénettes. Et tu vois, l'un des pinacles là, de cette mouvance, de ce désir de rationaliser, c'est à mon sens FF15 en fait. Qui, normal, hein, tu l'as dit tout à l'heure, Square Enix, c'est son job hein, en 2016. Et oui, 2016 FF15, ça fait ultra mal de montrer la direction en fait du genre. Et tout ça, ça se traduit en jeu par des choses qui sont aujourd'hui, je trouve, un peu clichés. Tu vois, cette rationalisation. Par exemple, du loot d'aliments. Le système pour faire à manger, de la pêche. Alors tout ça, ça existe, hein, je sais depuis des lustres, hein, la pêche, ça n'existe pas d'aujourd'hui. Mais à mon sens, tu vois, tout ça, c'est pas forcément bénéfique. Tu vois, tendre vers le réel, c'est pas forcément tendre vers la modernité. En l'occurrence, je trouve que ça alourdit un petit peu le tout. Est-ce que à l'époque, on avait besoin, tu vois, de faire avancer le JRPG en disant, tu vois, tout ce que tu t'imagines et qui n'existe pas, tu te dis pas quand c'est qu'ils vont aux toilettes. Est-ce que, on va aller jusqu'où, tu vois, de dire, non, tu vois, là, il est allé faire pipi, quoi. Je sais pas. Après, pour l'exemple précis de la nourriture, c'est vrai qu'FF15 le fait, Tales of le fait, Breath of the Wild l'a fait. Exactement. J'ai l'impression que c'est en train de devenir quelque chose qui va se faire école dans plein de jeux, parce que ça a une répercussion sur le gameplay, sur augmenter tes stats. C'est un buff en fait, plutôt que de prendre une potion ou quoi, tu crées toi-même ta nourriture pour engendrer une augmentation statistique ou de force ou quoi, et tu peux même choisir toi-même dans quelle direction. Même Resident 8 l'a fait quand même, putain, mais c'est ça le truc, c'est que, alors sans mauvais jeu de mots, est-ce que ça c'est un nouveau truc que le JRPG va digérer, mais c'est qu'il faut faire gaffe à ce que c'est, quoi. Si à fut un temps on l'avait ignoré, c'était pour des soucis de fluidité, alors c'était aussi des soucis de faisabilité, hein, dans les JRPG de l'époque, on pouvait pas tout traduire, hein, de la réalité. Faut faire gaffe, tu vois. Ça reste souvent pas obligatoire quand même. C'est pour ça qu'il y a cette comparaison, tu vois, réel et moderne, c'est pas synonyme, quoi. Ça, il faut faire. Mais bon, pour ce qui est des scénettes, je trouve que c'est cool, que ça donne la consistance au perso, que même dans Rise, en fait, quand tu te déplaces, les personnages y parlent. Et faut faire gaffe parce que tu vois, par exemple, sur Xenoblade 1, c'était insupportable. C'est-à-dire qu'ils parlaient tout le temps, t'avais juste envie de leur dire, mais fermez-la. Et ça donnait pas de la consistance. Dans Rise, c'est bien fait parce que t'as même des fois le personnage qui va dire là où il faut aller. Alors que c'est des petits discours en bas à gauche. Mais Rise est intéressant parce qu'au point de vue de cette narration, justement, donc on le sait, la mise en scène, c'est pas tant dans les cinématiques globales qu'elle doit être améliorée. Là, ils ont fait quand même des progrès là-dessus. C'est dans les petits détails, les petites discussions. Ouais. Et Rise a ce côté scénette que tu peux regarder quand tu veux. Et il y a aussi ces discussions que tu as en marchant. Ouais. Ça te montre même, je trouve que c'est annexe parce que les sous-titres sont en bas à gauche, donc dans un truc qui est pas forcément super lisible, et que je pense qu'il y a très vite des moments aussi où tu comprends si c'est important ou pas et que tu vas peut-être même pas lire parce que tu vois que c'est juste des détails à la con qui se racontent. Mais ça, c'est quelque chose que FF15 faisait aussi très bien. Dans la vie de groupe, ça crée une véritable vie de groupe. Ouais, FF15 l'a bien fait. Et un autre qui l'a bien fait. Non mais, rappelle-toi, quand tu es rentré, tu vois, t'avais les PNJ dans FF7 Remake, oui, pour ceux qui n'ont pas capté, mais quand tu arrivais, t'avais les personnages qui parlaient entre eux. Tu les entendais. En fait, ils s'adressaient pas à toi, mais t'avais une vraie vie, en fait, des PNJ qui allaient avoir des lignes qui répétaient, certes, mais en fait, qui donnaient de la consistance à l'environnement où tu évoluais. Et ça, je trouve que ça va dans le bon sens. Et en fait, on voit que cette évolution de la narration commence à se découper en strates, avec les grosses scènes cinématiques, les phases un peu bivouac, on parlait d'FF15, mais même Grandia le faisait à l'époque, j'en parle dans un dernier Sur Strike, et ces scènes de dialogue tout bêtes, et qu'on peut voir maintenant, ça qui sont les plus modernes, je pense, alors qu'elles sont peut-être les plus insignifiantes, bizarrement, quoi.
Et c'est exactement super ton analogie avec les strats. Dans Arise, c'est le cas, c'est que t'as différentes façons en fait dont l'histoire t'est racontée. T'as les scénettes qui a sa mise en scène en fait. T'as les cinématiques in-game en 3D qui va avoir sa mise en scène aussi, mais t'as même aussi par exemple les phases d'animé. On parlait tout à l'heure où en fait là tu regardes ton animation devant toi et t'as comme ça plusieurs façons de l'histoire t'est racontée de différentes façons et tu vois une traduction de la caméra presque, la façon dont elle se place, quoi. Ouais. Et on voit même pour les jeux occidentaux qui ont peut-être pris un peu d'avance sur certains aspects, les questions de la mise en scène des dialogues n'est pas forcément aussi réglée là-bas. On se rappelle de Witcher ou même de Mass Effect, ça reste des champs contre champs assez statiques. Là aussi, ils ont pas encore trouvé la formule pour rendre ça super passionnant, quoi. Ouais, c'est ce qui est compliqué avec le JRPG, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement dense, souvent très long, avec beaucoup de lignes, et quand t'as tant de discours, tant de dialogues, déjà, est-ce que tu peux tout doubler ? C'est vrai que ça fait partie de la narration, est-ce que tous les personnages ont une voix ? Ça a commencé avec FF10, tu vois, où tu te disais, putain, Tidus, il parle. Ouais, mais il parle pas tout le temps, donc petit à petit, il y a eu les doublages qui se sont multipliés. Et même Tales of, ces séquences-là un peu annexes, elle commence doubler, puis elle s'arrête très vite pour être que du texte, quoi. Ouais, c'est vrai, donc est-ce que tu peux tout doubler ? Ça, c'est vrai que c'est une ligne de budget de ouf, mais si tu veux, en fait, une vraie mise en scène, et une narration de qualité supérieure, par exemple, prenons Last of Us 2, où là, chaque cinématique, c'est juste un travail de réalisateur, c'est que c'est super bien, c'est super bien calibré, c'est agréable à suivre parce que c'est bien filmé. Sauf que si tu fais ça sur un JRPG, c'est qu'il faut une qualité de 40-50 heures. Comment tu fais et surtout comment tu le budgettes ? C'est ça le problème du JRPG, c'est que c'est gros en fait. C'est le nerf de la guerre, effectivement. Justement, le nerf de la guerre, le pognon, l'exploration, ça se ressent forcément. Et la question des villages se pose aussi parce que avec l'évolution de la puissance des machines, créer un monde de JRPG, ça demande énormément de temps et de moyens. Et du coup, l'exploration et les villages, c'est un peu qui en ont pâti. Ça a été un peu ce qu'on a mis de côté en priorité parce qu'on n'avait pas forcément la thune de le gérer. Et c'est l'un des griefs qui a été adressé à FF13, notamment, qui cantonnait l'exploration aux fields. Alors putain, on parle tout le temps de fields. J'arrive pas à trouver un terme français qui correspondrait. En fait, c'est ce qui remplace, c'est des zones de transit, en fait, où tu voyages, ce qui remplace un peu la carte, voilà, et qui permet d'avoir des combats, en fait. C'est pas des séquences narratives, c'est des séquences souvent de combat, mais qui n'est pas non plus du donjon. Ouais, c'est des donjons de voyage en fait. Tu parlais de bulles tout à l'heure, on peut parler, c'est des morceaux de cartes. Et donc FF13 a cantonné cette exploration-là aux fields et aux donjons, et ce qui va à l'encontre finalement de l'ADN du JRPG et sa glorification du voyage et de la rencontre. En fait, on se retrouvait avec un jeu qui manquait de vie. Alors certes, on pouvait justifier ça par le scénario, c'était une fuite en avant, ils avaient pas le temps de traîner dans des villes, mais je pense que là, c'était un point de non-retour qui sera plus jamais répété, quoi. Un RPG, t'as besoin de villages, t'as besoin de bulles un peu pour t'aérer, quoi. Ouais. Mais FF13, son souci, c'est surtout c'est la rupture, en fait. C'est qu'on a vu FF13, rappelle-toi, FF10 aussi, où certes, il y avait des villages, mais rappelle-toi la map, où on a fait, attendez, la map, là, c'est le menu, où en fait, tu choisis le village et que t'as un petit pion, c'est un jeu de loi, où ton personnage, tu le vois, il va là. Ça a été cette rupture, FF13, ça a été la rupture encore de voir, tu fais, mais attends, mais il y a plus en fait, c'est fini l'exploration, maintenant, c'est quoi ? C'est comme tu disais, les fils, ces bulles, où en fait, c'est une fuite en avant, donc, prétexte du scénario, je trouve plutôt pas mal, mais c'est que en fait c'est tombé un peu comme un coup près, on a fait putain, c'est ça maintenant le JRPG. Ouais. Tu vois, on parlait tout le temps de qu'est-ce que doit être un JRPG next gen. Square Enix, les FF, ils nous ont pas préparé, ça arrivait de manière un peu trop en fait ils essayaient peut-être. FF10 c'était un amont, FF12 aussi, tu vois, et que c'est tombé, et en fait c'est quand ça tombe que tu réalises, et c'est marrant parce que on parlera de réhabilitation certainement la semaine prochaine en parlant d'Alan Wake, mais FF13 je trouve aussi est en train d'être réhabilité à plein de niveaux, et aujourd'hui il choque beaucoup moins dans sa construction, dans son découpage, et au final il y a plein de gens qui vont jouer FF13 aujourd'hui en disant ouais, c'est trop cool. Mais grave, mais en fait, c'est comme Tales of Arise, ce délire là. Mais oui. Mais c'est vrai que Tales of Arise, justement, t'en parles, il reste assez classique et plan-plan dans son alternance un petit peu bêta, village, carte, donjon. Oh tellement. Mais le village, ça devient juste un prétexte en fait pour aller chercher ta quête, pour avoir l'auberge pour te reposer. Et on n'a pas encore ces JRPG qui arrivent à lier un petit peu le monde avec les objectifs du joueur et les inscrire un peu dans cette diégèse. Ouais. Ça, je pense que c'est encore le challenge qui reste à accomplir aujourd'hui. FF7 Remake, malgré tout, restait aussi un petit peu classique là-dessus. Ils avaient quand même rajouté des simili-villages par rapport à... tu vois, les taudis, on en avait plus que dans le FF7 de base. C'est vrai. Créer un peu plus de vie, quoi. Un peu plus de vie, un peu plus de...
de narration environnementale. C'est vrai que dans FF7 Remake, si tu fais vraiment attention, tu regardes comment les taudis sont construits et tu te dis ah mais en fait c'est fait de briques et de broc. Ah ok, il y a ça. Et si tu te penches et tu vas comprendre que oui, il y a une vraie narration derrière la construction de ces villages, de ces taudis. Donc là, FF7 Remake c'est que Midgar, hein, donc c'est difficile de juger en disant comment ils vont faire ça plus tard sur les villes, les villages plus classiques. Donc tout ça sur ce qui a été fait. Je trouve qu'il y avait une certaine forme de modernité parce que ça racontait quelque chose. Oui. Et la thématique un peu liée, c'est les quêtes secondaires. Ça reste l'un des piliers d'un monde ouvert donc de la next-gen. On voit les Far Cry, l'Assassin, ça fourmille à chaque fois de quêtes secondaires. FF15 a tenté de les intégrer, mais elles étaient souvent inintéressantes. Hein. C'est va ramasser des grenouilles, va récupérer une cargaison bloquée. Je trouve que les DLC avaient voulu un petit peu renouer avec ce côté, la quête secondaire annexe de tel personnage qui correspond à son arc narratif. Ce qui était, alors je n'ai pas fait les DLC, mais ils n'ont pas forcément bonne presse, ça n'a pas été super intéressant. Ils sont tous en fait c'est de mieux en mieux. Plus t'avances dans les DLC, mieux ils sont. Hors Hardin, mais vraiment c'était de mieux en mieux. Mais ce que tu dis, c'était chouette, c'était de combler, de coupler en fait la quête annexe à un arc de personnage. Ça c'était chouette, ce qui n'est pas le cas dans les JRPG. Mais qui devrait être inclus dans la trame principale, je pense, enfin comme une option en tout cas. Pas dans un DLC, quoi. Ça c'est un petit peu dommage. Mais t'imagines, ou alors non, je dis même l'inverse. Imagine que ta quête secondaire et l'arc d'un vrai perso, et c'est à toi de décider, moi je veux développer, ça serait un luxe que pour l'instant aucun JRPG n'a réussi à faire, et même FF7 Remake, alors ça c'est pas pour lui trouver des excuses, mais FF7 Remake, les quêtes annexes sont là pour te donner plus de combats à faire. C'est vrai que tu as envie de faire des combats plus durs, c'est dans les quêtes annexes. Ça reste un des défauts du jeu, parce elles vont jamais chercher bien loin, quoi. Mais ça va clairement, ça va pas très loin. Le jeu s'en moque, t'as la quête annexe des chats qui ne se termine pas, ou le mec, même Cloud dit, mais on s'en fout des chats. Oui, on s'en fiche. Mais FF7 Remake n'a pas réussi à le faire. C'est-à-dire que les quêtes annexes sont pas intéressantes, sont pas passionnantes, et sont là comme un coup de coude, comme un hommage, vous l'appelez comme vous voulez, mais comme un regard dans le rétroviseur de ce qu'étaient les JRPG à l'époque. FF15, ça n'a pas fonctionné. Alors toujours, c'est les chasses. Donc ça existe depuis toujours. C'est la quête annexe des chasses. C'est la quête annexe facile, quoi. Et ça, hélas, faut aller regarder sur l'Europe, quoi. Enfin, Witcher, tu fais, ok, ça, une quête annexe, c'est écrit, c'est intéressant, j'ai juste envie de la pousser. Tu te poses la question, à un moment, tu fais, attends, mais je suis dans une quête annexe, là, ou je suis la quête principale? Ça, il y a aucun JRPG qui n'a réussi à le faire aujourd'hui, et je pense que, là, il y a une vraie direction, une vraie piste d'amélioration à chercher, quoi. Écoute, tu as conclu à ma place, donc c'est parfait. Pardon. Non, mais pas de problème. Hein. On va parler du cadre du jeu, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas forcément souvent, mais c'est vrai que les JRPG ont un cadre parfois un petit peu stéréotypé. On parlait de Tales of, on retrouve un peu les clichés japanime, shonen. Ça devient un petit peu redondant, je pense, pour le public aussi, et Tales of, il joue à fond cette carte-là, ça a toujours été le JRPG japanime. Yakuza 7, je trouve, a fait vraiment du bien, malgré tout, quoi qu'on pense du jeu, et je pense que son succès aussi, il doit à ça, c'est que t'avais un JRPG dans un cadre contemporain, et ça change, c'est cool. C'est vrai que la saga des Mother a plu, hein, justement, alors, au-delà de sa qualité d'écriture. Mother que je n'ai pas fait, mais Damien en dit le plus grand bien. C'est que ça change, c'est différent. Tout à l'heure, tu vois, je souhaitais de tous mes vœux qu'un Phantasy Star revienne, c'est que t'as envie d'avoir alors Phantasy Star Online existe, certes, mais d'avoir du JRPG un peu classique, très narré, dans des setups qui sont un petit peu différents. Et c'est vrai qu'Yakuza Like a Dragon, ça a changé. Ouais. Et les FF, c'est vrai qu'on peut pas leur enlever que chaque jeu développait un univers original que t'avais jamais vu avant, qui avait ses propres règles, ses propres codes. Et ça aussi, ça faisait du bien, donc. Mais tu vois, comme Rise qui amène de l'Heroic Fantasy, tu fais, ah putain, enfin, FF16 revient un petit peu à ses origines, et on est tous un peu assoufflés, soufflant de bonheur, tu vois, en disant, ah ouais, enfin, ça revient le truc cool. Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas même avec FF16 dans un côté un peu Dark Fantasy, et un peu à la Game of Thrones, finalement, est-ce qu'il irait pas piocher dans quelque chose qui fonctionne au niveau grand public, et peut-être un peu moins original, mais est-ce que finalement, c'est pas ce manque d'originalité qui va payer et qui va attirer les gens vers lui, quoi? Ouais, carrément, mais ouais, c'est vrai que le côté Dark Fantasy, Game of Thrones, évidemment, bon, je vais pas oser parler de Dark Souls, mais c'est vrai qu'un côté plus proche, finalement, du grand public, maintenant le Dark Fantasy, ça y est, on connaît, donc la fantasy plus fantasy, plus plus poétique, plus naïve, plus poétique. C'est peut-être plus dans l'air du temps, quoi. Non, c'est peut-être quelque chose qui va être un repoussoir, pour certains, en tout cas, mais je trouve que ton exemple de Game of Thrones, super pertinent. Ouais. On passe aux options de confort, et c'est là peut-être, je pense, où nos avis vont le plus diverger. À mon sens, est-ce que c'est encore possible de faire perdre des heures aux joueurs après une fois que tu as perdu contre un boss, par exemple, avec un retour à la sauvegarde,
Tu vois, là, Tales of, t'as des sortes de checkpoints aussi. Si tu perds contre un boss, tu peux choisir de retenter le combat tout de suite. J'ai aucun problème avec ça, je trouve ça très bien. Sur ce point-là, je vois pas l'intérêt rétrograde de se dire ah ben non, là, ça charge. Tu vois, rappelle-toi, un peu à Resident Evil, c'est attends, il y a écrit charger là, charger la sauvegarde. Quand je suis revenu à l'écran titre, comment ça ? Non, bah t'es mort contre un boss. Tu peux choisir, par exemple, de retenter ta chance ou de repartir à la dernière auberge. Ça, c'est une vraie option de confort, donc qualité de vie. Où il y a, je trouve, aucun argument qui c'est que du bénéfice. Moi, j'y vois aucun problème. Et est-ce que le RPG Next Gen ne devrait pas aussi mettre fin au grinding ? C'est une méthode un peu ancestrale. Le boss est trop fort, tu vas faire 2 heures de combat pour gagner ton niveau. Encore une fois, Papi Sakaguchi, qui avait quand même sa petite idée de l'évolution qu'il voulait donner au genre RPG, il a commencé à réfléchir en sens. On se rappelle que Lost Odyssey, il te capait ton évolution, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de combats dans une zone, tu ne gagnais plus d'expérience, donc ça servait à rien de grinder artificiellement. Ça aussi, est-ce que c'est pas un vestige du passé ? Si, clairement, mais là je pense que je vais faire aussi une petite parenthèse parce que pour ce qui est du grinding, je suis tout à fait d'accord avec toi, qu'elle soit artificielle, j'en vois pas l'intérêt, qu'elle soit aussi un hommage au passé comme Dragon Quest, ça peut être une bonne chose, c'est pas forcément nécessaire, c'est vrai que si tu fais SMT3 aujourd'hui, tu comprends un peu ta douleur, c'est pas quelque chose qui est contemporain. Néanmoins, si Tales of Arise est capé aujourd'hui, c'est pas pour les bonnes raisons. Et voilà, c'est pour que je vous parlais de la mauvaise modernité. C'est qu'aujourd'hui, les JRPG modernes, tu vois que t'as une boutique en ligne qui est directement sur le menu. T'as rien demandé, c'est déjà là. Tu peux acheter des costumes, tu peux acheter de l'XP. Donc ça s'appelle du pay to fast. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut avec sa thune. Mais il y a un problème de construction, on va y venir. Et en fait, le souci avec Tales of Arise, très précisément, c'est que en fait, si t'achètes l'édition classique du jeu, ce qui était notre cas, c'était vraiment pas l'édition collector, rien. En fait, on te donne un pack de contenu, ou avec des objets, des costumes, et toi, on t'a rien demandé, on te donne ça. Et clairement, ça s'appelle un fixe, c'est une technique de dealer. C'est que t'es là. La première dose est gratuite. La première dose est gratuite. Et par la suite, tu vas pouvoir débloquer, donc avec des golds, donc c'est l'argent du jeu, d'autres choses. Donc t'as des objets rares que tu peux débloquer en payant. Pouvant faire sauter, par exemple, le cap des HP max. Enfin, tu vois, des trucs qui sont dans l'histoire du JRPG, c'est un sacrilège. C'est un objet payant qui te le donne. Des costumes. Alors ça, moi, je vois pas de souci. Les costumes, certes, même si je trouvais ça toujours plus sympa que ça soit à débloquer dans le jeu. Oui, parce que là, on parle pas forcément de costumes qui collent dans le scénar. C'est genre, tu peux mettre des lunettes à la con, des oreilles de chat, des trucs kawaii qui sont hors sujet un petit peu, quoi. Tu peux débloquer, par exemple, on en parlera, je pense, vite fait de la musique tout à l'heure, mais si tu trouves que les musiques des anciens Tales of étaient un peu plus cool, tu peux les payer et les avoir dans Tales of Arise. Certes, tout ça, je trouve ça condamnable, mais je trouve pas ça grave, on va dire. Le problème, c'est que tu peux acheter des niveaux dans Tales of Arise. Tu peux dire, là, je vais prendre un pack et je veux gagner 5 niveaux. Là, je prends un pack un peu plus cher et je vais gagner 10 niveaux. Et en endgame, t'as un cap de difficulté qui est débilement dur en fait. C'est que tu vas arriver sur des monstres, ils ont 30 niveaux de plus que toi. Et tu fais mais attends, j'ai fini le jeu là. C'est à quelle heure en fait j'aurais dû grinder. Et en fait, c'est que tu parlais tout à l'heure de Lost Odyssey où en fait le niveau était capé parce que Sakaguchi avait une volonté de fluidité, c'est-à-dire qu'il voulait dire aux joueurs avancez, arrêtez de grinder comme à l'époque. C'est pas le but là. Lost Odyssey, j'ai un truc à vous raconter. Avancez. De toute façon, si vous vous arrêtez pour leveler, ça ne servira à rien parce que tu vas commencer à ne plus gagner d'expérience. Plus tu vas tuer les monstres et petit à petit c'est quasiment nul, ça ne sert à rien. Donc il fallait avancer. Là c'est différent. C'est que le niveau est capé, c'est-à-dire que t'as un monstre optionnel qui va avoir 30 niveaux de plus que toi et tu vas dire je vais grinder. Donc tu peux fouiller, trouver des endroits, certes, avec des petites astuces. J'ai regardé, t'as des gens qui ont trouvé des combines. Mais si tu regardes autour de toi, les monstres, en fait, ils ont un niveau mais ultra faible. Il est capé. Et donc tu peux pas grinder. C'est juste que tu fais. Moi, je me suis retrouvé à un moment où j'ai fait, mais je fais comment ? Et j'ai Dès arrêté. qu'il y a trop d'écart de niveau en fait entre toi et l'ennemi, tu récolteras très peu de points d'expérience, quoi. Et en fait, j'ai arrêté. Je me suis dit, là, c'est les quêtes annexes, j'ai arrêté. Le endgame, j'ai arrêté. J'ai fini le jeu à un peu plus de 50 heures, 53 heures. Il y a moyen de faire plus, mais en fait, là, le jeu, ce qu'il te dit juste, c'est que si le monstre optionnel, tu veux le défoncer, mais il faut raquer. Oui, c'est ça, t'as compris le message que les développeurs voulaient te transmettre, quoi. Et ça, je trouve que c'est grave. C'est condamnable et grave parce que ça joue sur la structure, ça joue sur le rythme, ça joue sur... C'est radicalement différent de Lost Odyssey, et ça, c'est une forme de modernité, et ça, c'est du JRPG contemporain, et c'est une
Ça, c'est une dérive. Et il faut ça, je pense qu'il faut y faire gaffe. Et si et là ça fonctionne, ben on va se le manger partout. FF7 Remake n'avait pas ça. Non, mais c'est vrai. Donc au-delà, ça, Tales of Arise, c'est pas très cool, mais il y a quand même des choses qui fait bien en termes de confort. On parlait tout à l'heure, par exemple, moi je trouve que réunir dans une même zone la boutique, l'auberge et tout, c'est plutôt cool. T'as la possibilité, dont on l'a dit, de regarder les séquences de discussion au feu de camp a posteriori. Oui, quand tu veux, ouais. T'as aussi plein de raccourcis dans les menus, t'as toujours un bouton qui va t'afficher l'objectif en cours, t'as un bouton pour soigner ton groupe de manière sans passer par le menu. Là-dessus, moi je trouve qu'il fait tout pour virer les séquences de frustration et qui t'arrêtent en fait pour permettre une fluidité d'action. Et ce que t'es jamais à te poser la question, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, comment je fais ci, comment je fais ça. Ça, je trouve ça plutôt cool. Ça, c'est de la vraie qualité de vie. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, si tu as besoin d'une information, elle t'est donnée. Et elle t'est donnée de façon simple, avec la pression de un bouton ou pas, il y a tout devant tes yeux. Fantasian l'avait fait de façon extrêmement brillante, même pire que Tales of. J'ai jamais mis le jeu à défaut. Et Tales of, c'est le cas. C'est que t'as besoin d'une info, t'as besoin d'un sous-menu, c'est extrêmement simple de naviguer. T'as parlé tout à l'heure des auberges où c'est complètement bête, en fait. Dans une auberge, t'as le ferrailleur, le forgeron. C'est un gros ferrailleur, mais t'as le forgeron, t'as le mec qui va te vendre les objets. À chaque feu de camp, t'as un mec, c'est le pote du vendeur de Resident Evil 4, c'est le même, hein, il a une doudou, il a une capuche, il a un sac à dos, c'est le même mec. Et ce type est capable d'absolument tout faire. Et ça, c'est à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, ça serait normalement chercher de la rationalisation. C'est pas vrai. Un village, c'est pas construit comme ça. Oui. Un mec, il peut pas tout faire, il est pas forgeron. Et là, Tales of Arise, je trouve, a une bonne modernité, s'éloigne de rationaliser des trucs pour donner de la qualité de vie et de la fluidité. Moi, j'y vois aucun problème. En revanche, dans la qualité de vie que donne Tales of Arise, c'est par exemple cette téléportation. Alors, il en faut. Je pense que c'est pratique, mais je pense que c'est intéressant aussi d'intégrer la téléportation à la diégèse, c'est-à-dire qu'il faut une raison rationnelle à ce que tu puisses te TP comme Sangoku. Ouais. Là, il y en a aucune. C'est dès que tu découvres en gros une zone ou un village, tu débloques un point de téléportation, un accès à exactement. Ça. Et l'un des bénéfices et l'un des plaisirs du JRPG, c'est aussi l'exploration, c'est aussi le risque de dire je vais aller un peu plus en avant, je vais aller voir là-bas, et puis aussi il faut que je revienne. Enfin, t'as tout un délire. Et j'ai parlé tout à l'heure en fait de cette évolution des moyens de locomotion. C'est un vrai délire dans les JRPG. C'est quelque chose qui est concret, qui est réel et qui avait du sens. C'est-à-dire que c'est plus t'avances dans le JRPG, dans la quête, plus tu vas pouvoir en fait te déplacer librement. Là, c'est que t'es full power quasi tout de suite. Tu peux te TP quand tu veux. Ça, je trouve que c'est un peu chaud, et c'est une dérive de la qualité de vie pas top. Ouais. Top. Enfin, pour dire les choses simplement, c'est-à-dire que devant un boss, il est possible d'aller se téléporter à un village du début du jeu pour aller faire le plein, se soigner, acheter des objets, et se retéléporter devant le boss sans aucune conséquence. Donc là, on perd le reward. Conséquence, ouais, risque. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, c'est clair. Juste sur, par exemple, très précisément sur Tales of Arise, il a un système en fait de menu de sphérié un peu à la FF10, mais beaucoup plus simple. Il y a les classes, ça c'est quelque chose qui est très important pour les Tales of, mais tu vois, il a réussi à digérer ce que c'était en fait les classes et puis à le faire. Par exemple, il va se passer un truc avec la cuisine, tel perso va gagner son sphérié cuisine. Je trouve pas incroyable à ce stade pour l'instant ce système. C'est vrai, bon, il est pas incroyable jusqu'à la fin du jeu. Hein. Tu vois, il y a rien qui est lié, c'est des arbres de compétences séparés. C'est de la simplification. C'est que là, en fait, je trouve qu'ils ont voulu, un peu comme le gameplay manette en main, dans les menus, rendre ça simple. Vous voyez, vous avez votre sphérié qui est unifié par des thématiques. T'as pas à chercher, t'as pas à réfléchir, à te dire attends, ça ce perso c'est un healer, je vais partir plutôt par là. Non, en fait, le perso va te donner des caractérisations de personnages et tu vas en fait un petit peu les augmenter. Ça, c'est vrai que ça fait pas true gamer quoi. C'est pas si t'es un vrai rôliste du JRPG, peut-être que tu vas râler. Je suis d'accord, mais en fait, c'est de la simplification, c'est un peu de la qualité de vie. Et je trouve que ça va dans le bon sens parce que surtout les longues séries, les longues sagas en fait qui sont liées par un lourd héritage, ils ont tendance, tu vois, à multiplier les systèmes. Berseria, c'était une catastrophe. Et un exemple tout bête, et ça va vous étonner je pense, c'est Pokémon. Pokémon épée bouclier, donc qui est sorti là sur Switch. C'était une révolution. C'était que vraiment, au-delà du fait que c'était enfin un RPG que tu pouvais jouer sur ta télé, un Pokémon sur ta télé, c'est surtout qu'il a tout mis à plat. Et moi les Pokémon, j'en pouvais plus. C'est-à-dire que ils avaient en surcouche vraiment multiplié les systèmes. Je m'y intéressais même plus. C'est-à-dire que les Pokémon, au-delà de les accoupler, tu pouvais leur faire du cirque, tu pouvais les échanger, il fallait qu'ils s'accouplent la nuit à pleine lune, il fallait faire le poirier en même temps. Enfin, c'était trop complexe, c'était trop, et c'était excluant. Oui. Et là, Pokémon épée bouclier, ils ont fait, ok, on arrête, on met tout Tabula rasa. Tabula rasa.
Je pense que Tales of Arise a fait un petit peu pareil, et je pense que ça c'est une certaine forme de modernité de pas les systèmes, on peut les rendre profonds, mais on n'est pas obligé de faire un union quoi, les surcouches on arrête. Bah tu vois, je pensais à Assassin's Creed Valhalla qui la saga a pris une orientation RPG, mais l'équivalent du sphérié de Valhalla, c'est une purge, il est gigantesque, il s'arrête jamais, il part dans des embranchements sans fin, le moindre petit détail de gameplay de points de compétence se décoche là-dedans, c'était horrible quoi. Il y a pas de bienfait en fait. Ce qui est toujours intéressant, c'est que c'est du sens et que ça soit que ça serve à quelque chose, à un propos quoi. Ça c'est important. J'ai un dernier point qui va peut-être te paraître un peu hors sujet, mais pourquoi pas, c'est l'impact des Souls. Alors pourquoi ? Parce que les Souls, c'est les jeux les plus influents de ces 10 dernières années, il n'y a pas trop débat là-dessus, et c'est ce que le Japon aussi a produit de plus fort depuis longtemps, de plus, alors peut-être pas de moderne, mais de plus influent quelque part. Ça a quand même un feeling qui est beaucoup plus occidental que Jap, hein, les Souls, on va pas se le cacher, mais est-ce que le JRPG pourrait s'en inspirer ? Alors je sais pas trop, parce qu'on parle des Souls, on retient la narration environnementale, la confiance donnée aux joueurs aussi dans déchiffrer le monde qui s'offre à lui, ou même son level design très intriqué. Est-ce que toi, comme ça, tu dirais, je pense que les Souls peuvent apporter quelque chose au JRPG hein. Bah, carrément, et avec une grande évidence, c'est-à-dire que tu l'as dit, les Souls c'est la saga la plus influente de ces 10 dernières années, et le JRPG ne fait pas exception, c'est-à-dire que ça serait bien qu'il s'en inspire encore. Tu vois, on a même des fois des débats en disant est-ce que Dark Souls 1, un premier du nom, c'est un monde ouvert ou pas, parce que tout est intriqué, il n'y a pas de temps de chargement, néanmoins en fait ça reste des couloirs, c'est plus du Metroid, enfin il y a moyen de débattre. Parce que tu sais pas, la barrière elle est floue en fait. Est-ce que c'est du monde ouvert, est-ce que ça l'est pas ? En fait on s'en fiche. Ce que je veux dire c'est que il y a finalement une certaine forme de modernité à chercher là-dedans, parce qu'il y a une recherche de fluidité. On parlait tout à l'heure des taudis de FF7 Remake en narration environnementale, mais les Souls l'enterrent. C'est que ça va chercher aussi là-dedans. Il y a plein de choses à aller chercher dans les Souls, dans toutes les strates de game design. Tous les genres l'ont fait, et bien sûr que le JRPG doit le faire aussi. Bien sûr. On en arrive à une conclusion, mais qui est pas tellement une conclusion, parce que plus on se pose la question qu'est-ce que serait le JRPG next-gen, plus en fait on s'éloigne du genre JRPG, j'ai l'impression. Et je me demande même, est-ce que le genre il est pas condamné à rester un petit peu old school. D'ailleurs, on voit que Square Enix, ils ont peut-être compris ça, parce qu'enfin ils commencent à regarder vers leur héritage, à ressortir des compiles ou des remasters de leurs vieux jeux. On a eu des compiles Mana, on a eu des compiles Saga. Et au final, le JRPG, il reprend un petit peu du poil de la bête depuis quelques temps, après un gros passage de vache maigre, mais avec des jeux qui restent dans le classicisme. Et je suis pas certain, et là c'est là où ton avis serait intéressant, que les fans de JRPG, le portrait robot d'un JRPG next-gen, ça les excite plus que ça en fait quoi. En fait c'est parce que tu perds un peu de feeling, je pense. C'est-à-dire que un RPG extrêmement moderne, donc tout à l'heure je parlais de Scarlet Nexus, de Tales of Arise, de FF7 Remake, de Bravely Default 2, tout ça c'est des JRPG qui sont sortis récemment, contemporains, mais t'as certains qui vont jouer la carte du passé et certains qui vont jouer la carte du futur. Notre question, nous, c'est qu'est-ce qu'un RPG next-gen doit être. Dans ces RPG-là, les rôlistes de l'époque, en fait, ils vont pas retrouver ce feeling-là. Et ce que tu dis, finalement, est-ce qu'on s'y retrouve ? Je sais pas, parce que c'est vraiment pas la même chose. Après, il faut que jeunesse se fasse, donc il faut changer, il faut évoluer. Il va y avoir, comme dans tous les genres, des sagas rétro, des jeux rétro, des jeux hommages et des jeux qui vont vers l'avant. Par exemple, je sais pas, dans le Survival Horror, maintenant, la mode, c'est du FPS immersif, où il y a pas trop de confrontation. Si tu veux jouer à un jeu avec un Survival Horror avec des caméras fixes et du fond précalculé, tu joues à Tormented Souls. Et en fait, c'est que chaque titre aura son dessin, son vouloir, son désir de dire, là, je vais plus aller chercher la nostalgie, là, je vais plus aller chercher, gratter, en fait, le futur pour pousser en avant. C'est une question de destination. Ouais, et toi qui es fan d'une expérience assez classique de JRPG, s'il y avait juste un point que tu pouvais dire, lui, au moins, s'il se barre, ça me ferait pas chier, ça serait quel domaine un petit peu que tu irais creuser ? C'est quoi les combats sur les JRPG du futur, si tu disais s'il y avait un truc qu'ils pouvaient ne plus faire ? C'est dur. C'est dur parce que en fait, le JRPG, c'est un tout, au-delà, c'est un tout de l'expérience, mais c'est ce qu'on répète souvent, c'est que le JRPG, en fait, c'est le genre d'une époque, qui était roi à une époque, donc, on va dire dans les années 90, qui était la locomotive de toute une industrie. C'est même pas le locomotive d'un genre, c'était une industrie. Tout le monde, en fait, le top des graphismes, le top de la CG, le top de la musique, direction artistique, scénario, narration. C'était le JRPG qui tirait toute l'industrie en avant. Et c'est un genre en plus qui est très codifié, quoi. Exactement. Sauf que, en fait, ce genre, il était roi à une époque. Et en fait, il a pas su avancer parce que sa traduction aujourd'hui demande trop d'argent, trop de budget, trop
trop de ressources, et en fait cette forme-là, il faut, je pense, l'accepter. Elle doit rester dans le passé, et son évolution ne sera plus ce qu'elle était. Après, ta question de me dire qu'est-ce que moi j'aimerais. C'est vrai que la stagnation c'est jamais bon, et on voit par exemple que le shoot 'em up il a jamais su évoluer, et il a quasiment presque disparu à une époque. Il revient un petit peu aujourd'hui plus par nostalgie parce qu'on fait que reproduire les expériences du passé. Oui. Alors je pense qu'on est loin de voir les JRPG disparaître, hein, évidemment on n'en est pas là, mais c'est vrai que c'est jamais bon signe qu'un genre stagne un petit peu, quoi. Non, c'est pas bon du tout. Je pense qu'il y a des expériences qui vont peut-être en fait être dans la nostalgie et l'hommage, mais qui vont s'adapter à leur support. Et je pense que Sakaguchi est un génie du game design, parce qu'il a compris, et à chaque fois en fait il va adapter son game design à son propos et à son support. On l'a dit tout à l'heure, à Lost Odyssey, il a fait un Final Fantasy, hein, personne n'est dupe, mais voilà, il a dit je vais caper mon truc, j'ai une histoire à raconter, maintenant il faut arrêter de leveler. Il a dit maintenant il faut arrêter de leveler, avancer. Alors comment on fait arrêter de leveler aux gens? On fait comme ça. Là il s'est attaqué au support mobile, il a fait un RPG ultra solide qui fait 80 heures, qui est en fond dans l'hommage et dans la nostalgie. Et puis si vous kiffez le JRPG de l'époque, là, celui qu'on essaye de traiter depuis tout à l'heure, moi je vous le conseille, mais Fantasiad, mais allez-y à 2000%. Mais néanmoins, le truc qu'il a capté, c'est qu'il fallait se coller au mobile, à son support, et il a transformé son jeu, il a transformé un Final Fantasy de l'époque à qu'est-ce que ça doit être un JRPG sur du mobile. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui va en fait driver plus que, parce que la technique, c'est comme les graphismes, faut arrêter c'est important, c'est la base de tout. Et même la technique, ils ont été malins parce que leur système de diorama, donc en fait ils ont fait créer les décors en dur, en vrai, pour les prendre en photo, les intégrer. C'est une manière, je trouve, élégante d'avoir des décors qui sont super jolis, mais sans s'échiner à les faire en 3D pendant des semaines et des semaines. Et comment tu veux surprendre? On parlait tout à l'heure de atmosphérique shader pour Tales of. Il faut ce eye candy, se dire regarde les graphismes, ça t'as jamais vu ça. Alors t'as évidemment la technique budgétaire, hein, c'est que tu vas mettre beaucoup d'argent et tu vas faire un jeu qui est magnifique. On l'a vu, les JRPG a un problème de budget, hein, c'est un rond qui rentre dans un carré, hein, ça marche pas. Là, Sakaguchi s'est dit attends, comment je vais surprendre les gens par les graphismes? Il a trouvé cette combine, alors qui coûte une petite couille, hein, c'est-à-dire que c'est extrêmement long, c'est extrêmement complexe. Et c'était pas flexible aussi, parce qu'une fois que le décor est fait, tu peux plus toucher derrière, il faut adapter ton gameplay. Même ta narration, il a eu 2-3 problèmes, et la seconde partie du jeu, je crois, ça embourbe. Alors j'ai pas eu le temps de le finir, hélas, mais ça embourbe un peu parce que je crois que cette contrainte-là, il a trouvé les limites rapidement. Il a trouvé un petit peu les limites. Mais tu vois, on est souvent pris à la jeunesse, et c'est vrai que les vieux créateurs, on se rend compte qu'ils sont plus forcément pertinents aujourd'hui, enfin c'est en tout cas très rare. Mais il y a le cas, je trouve, un petit peu unique. Sakaguchi, je donnerais cher pour le voir à la tête de FF17 avec un vrai budget de RPG et voir sa vision, parce que j'ai l'impression qu'il a su être malin et il n'est pas resté figé sur ses acquis, et je trouvais ça intéressant de voir ce qu'il ferait dans FF aujourd'hui, quoi. Ouais. T'as toute la scène expérimentale, et ça, franchement, moi je vais vous en parler dans une prochaine chronique, hein, c'est qu'il y a aussi un avenir du JRPG entre guillemets dans l'indé. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui était même pas envisageable, parce que non, un JRPG c'est gros de toute façon. Là on voit Ito par exemple qui a quasi shadow droppé un jeu sur Switch, alors j'ai bouffé le nom, Dungeon Encounters, non, Dungeon Encounters, donc ça il sort aujourd'hui à l'heure où on enregistre, donc je suis extrêmement curieux. Il y a Taro Yoko en fait qui va sortir aussi Voice of Cards, donc des jeux qui sont un peu plus mineurs au niveau du budget, mais qui vont, c'est pour ça que je parle de scènes expérimentales qui vont dire je vais m'éloigner, me soustraire de tout cet héritage et proposer quelque chose qui est différent. Là aussi je pense qu'il y a une nouvelle voie qui va être intéressante. Ça, ces deux jeux je vais les faire et je vous en parler dans une prochaine chronique, donc je pense que c'est cool. Des fois il y a des détails, c'est vrai que quelle est la plus grande série ancrée dans le plus grand héritage, c'est peut-être Dragon Quest, et là Sugiyama nous a quittés, donc hommage à lui, mais attends, Dragon Quest c'est une fanfare, et c'est associé à la musique de Sugiyama. Là qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que Dragon Quest 12, donc qui a déjà débuté en pré-prod, hein, mais est-ce qu'ils vont demander à tous les compositeurs de faire un son, et ça va être un Dragon Quest hommage avec Smash Bros like, tu vois, bête d'hommage, ou est-ce qu'ils vont mettre ou un nouveau, ou une grande signature, et ne serait-ce que ce détail qui va changer va donner une nouvelle vitalité à Dragon Quest, où on va dire attends, c'est quoi ce truc là? C'est quoi ce... Je sais pas, ça peut... c'est des fois un détail qui peut faire que Fiori avait déjà laissé entendre que Dragon Quest XII apporterait du changement. Je pense qu'il avait quelque part un peu anticipé aussi ça.
Et c'est vrai que le choix et l'orientation du nouveau compositeur va en dire beaucoup sur leurs intentions, quoi. Ouais, donc des fois, c'est des fois dans les détails qui font qu'il y a toute une philosophie de jeu qui va changer sur ces grandes sagas. En tout cas, voilà, pour ce qui est du JRPG, du next-gen. Ouais, on est revenu à une émission un petit peu longue, un peu à l'ancienne, quelque part, pour un genre à l'ancienne. C'est ça. Hommage. Est-ce que tu as de quoi nous teaser la semaine prochaine? Je crois que oui. Précisément, mais on va parler d'Alan Wake et de réhabilitation, donc au sens spécifique pour Alan Wake et au sens plus global pour plein d'autres jeux. Ça va être cool. Et on va parler de Alan Wake et de Metroid Dread. Alors moi, je suis en toute transparence, je n'ai absolument aucune chronique de préparer. Je vais potentiellement peut-être venir vous parler de 2 jeux à l'ancienne. On va discuter, c'est pas écrit, c'est pas rédigé. Je sais pas, là, j'ai pas d'angle. J'ai aucun angle sur Alan Wake, j'ai aucun angle sur Metroid Dread. Je sais pas, peut-être qu'il y a un truc qui va popper, mais en tout cas, je pense qu'on va parler de ces 2 jeux. C'est pas le pire des programmes. Ah, carrément pas, non, c'est cool. C'est plutôt... Et sachant qu'on joue tous les 2 jeux en parallèle, et c'est plutôt sympa, quoi. Ouais, carrément. Voilà, merci à tous, merci Nico, on fait la bise à Ken, à Damien, à Ludo, on vous remercie encore chaudement, vous êtes toujours plus à nous écouter, ça nous fait super plaisir. Il y avait max de trucs à écouter là dernièrement, il y a un épisode de chaque formule de nos podcasts qui est sorti. Un Sound Team sur Masashi Yamaozu, on a eu du Third Song, un Strike, EX sur No More Heroes 3, un Strike avec toute la team, ça faisait longtemps. Sœur d'émission, tu l'as dit, avec Ludo. Sœur d'émission et Ludo qui arrive. Alors il y en a eu un en août, et il y en a un qui arrivera en novembre, juste avant SMT5, parce qu'on va parler justement de Shin Megami Tensei. Est-ce qu'on est flag qu'on a fait les 2 avec Ludo sur DDS et SMT parce qu'il était à la rédac? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, on vous fait la bise, on vous remercie à tous et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.